Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du lore, bien sûr, de Warcraft et notamment Frozen Throne. On avait déjà fait Reign of Chaos, on attaque l'extension de Warcraft 3 avec on va dire, un arc narratif beaucoup plus basé bien sûr sur une personne. Vous le voyez ici, Arthas. Du coup, Arthas, ce qui veut dire c'est qu'on va suivre vraiment l'épopée avec le cycle donc de la campagne Elfes de la Nuit humain, enfin en gros Alliance et la campagne du Fléau. La campagne Orc fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est pas vraiment dans la trame de Frozen Throne, ce sont d'autres événements, donc on la fera dans une vidéo séparée. Donc pour commencer, Frozen Throne se passe quelques mois après la défaite de la Légion Ardente lors des événements de Reign of Chaos, tout simplement, avec la défaite d'Archimonde et de la Légion. Le mont Ijal a été ravagé par la guerre, la Horde, l'Alliance et les Elfes de la Nuit se sont alliés tous ensemble pour repousser la deuxième invasion de la Légion Ardente. Tout est bien qui finit bien, mais maintenant place à la reconstruction. Du coup, nous avons d'un côté les Elfes de la Nuit, bien sûr, qui rebâtissent et qui essayent d'atténuer la corruption de la Légion sur les forêts, bien entendu, des Elfes de la Nuit, surtout Ashenvale principalement. À côté de ça, nous avons l'Alliance qui se menait toujours bien sûr par Jaina Prodmore, qui ont monté leur nouvelle nation, la 8e nation humaine, entre guillemets, Terramore, bien entendu. On en reparlera dans l'autre vidéo bien entendu consacrée à la campagne Orc qui concerne énormément la campagne de l'Alliance aussi. Et enfin, et bien sûr, les orques de la Horde, je parle que c'est la Horde, donc il y a les orques, les trolls, les taurennes et même des gobelins qui vont du coup, eux, bâtir aussi leur petite nation à base d'Orgrimmar. Bien sûr, tout le monde connaît Orgrimmar, le foyer de la nouvelle horde des orques dans la terre qu'on appellera du Rotar, pardon, c'est toujours le bug de Rotar du Rotan, et du coup bien sûr à l'honneur du père de Thrall du Rotan et Orgrimmar, en l'honneur d'Orgrim Doomhammer, évidemment le mentor de Thrall. Donc tout est on est en pleine reconstruction évidemment, et bien sûr il y a des événements qui vont précipiter un grand cycle de l'histoire de Warcraft, puisque nous avons les Elfes de la Nuit évidemment qui, comme je disais, rebâtissent un petit peu leur domaine, mais à la fin de Reign of Chaos, ne l'oubliez pas, le roi Lich avait envoyé Arthas pour permettre à Illidan de contre-attaquer la Légion Ardente, et Illidan avait battu le bras droit d'Archimonde, Tichondrius. Il l'avait 1v1 au Nashor, évidemment. Non, pas du tout, il avait consumé le crâne de Gul'dan pour mieux détruire le démon de la Légion Ardente, et il avait mis fin à l'invasion la plus meurtrière de la Légion Ardente du côté de Felwood, et ça lui avait permis de récupérer des pouvoirs incommensurables. Donc Illidan était devenu un démon, il avait été banni par Tyrande et Malfurion. Je refais un petit peu le topo parce que c'est super important. On parlait d'Arthas, mais l'autre personnage le plus important de l'histoire de Frozen Throne, c'est évidemment Illidan Stormrage, le frère et jumeau de Malfurion. Donc Illidan qui va du coup agir un petit peu, il va progresser un petit peu, car en fait Illidan, après la défaite de la Légion Ardente, sera contacté par l'un des grands pontes de la Légion Ardente, à savoir Kil'jaeden, le frère de sang, enfin pas de sang mais le frère d'armes d'Archimonde, Kil'jaeden qui devient le dernier grand lieutenant de la Légion Ardente, avant l'histoire de WoW etc bien entendu, mais Kil'jaeden qui du coup est le dernier grand lieutenant de la Légion Ardente, prend à partie Illidan et lui dit bah écoute Coco, t'as trahi la Légion, alors que à la base de toute façon je ferai une vidéo sur la première guerre de la première invasion de la Légion Ardente, à savoir la guerre des anciens. Je ferai un petit topo parce que cette relation entre Kil'jaeden et Illidan date de cette première invasion où Illidan en gros avait trahi les Elfes de la Nuit en rejoignant la Légion Ardente. Il avait en gros infiltré la Légion Ardente pour mieux la détruire de l'intérieur. Le problème c'est que les Elfes de la Nuit ils ont pas compris ça comme ça, Malfurion n'a jamais compris ça comme ça, et tout le monde l'appelle le traître. C'est justement, ça date de cette époque. Et du coup, Illidan avait des liens notamment avec Kil'jaeden, et Kil'jaeden est vraiment pas content du rôle qu'a joué Illidan dans cette guerre. C'est vrai que quand on est dans la campagne, etc., on suit beaucoup plus Malfurion et Tyrande, et on se rend pas compte en fait que les actions du roi Lich, et notamment d'Arthas, de Ner'zhul et d'Arthas avec Illidan, ont vraiment mis un énorme coup de frein à l'invasion de la Légion Ardente. Il est possible que sans l'intervention d'Illidan et de Ner'zhul, l'attaque du mont Ijal aurait réussi en fait. Donc
Il faut vraiment pas sous-estimer l'effort qu'ont mis en place Illidan et le roi Lich, car c'est justement ce qui va créer la colère de Kil'jaeden, qui va du coup dire à Illidan, bah écoute mon gars, c'est simple, soit tu reviens, tu me sers de nouveau, soit je te défonce la tronche en gros. Et du coup Illidan, ça a beau être un chasseur de démons qui siphonne l'énergie démoniaque, etc. Quand Kil'jaeden arrive sous une forme avatar et lui dit bah écoute, tu fais ça sinon je te défonce, Illidan il a peur. Ça a beau être un des êtres les plus puissants, surtout depuis qu'il a consumé le crâne de Gul'dan, il a très peur de Kil'jaeden. On va pas se mentir qu'il a très peur de Kil'jaeden. Il lui dit oui mon maître, je m'exécuterai. Et du coup Kil'jaeden lui dit bah écoute, c'est simple, il n'y a pas que toi qui m'as trahi, mais toi je pense que t'es encore, on va dire, tu peux encore revenir du bon côté. Par contre, le roi Lich il m'a délibérément puni alors que c'était ma création. Ton objectif ça va être de lui botter le train. Donc ça c'est justement comme ça que vont démarrer les événements de Frozen Throne. Et à ce moment-là, on fait la connaissance de personnages qui avaient été traités dans Reign of Chaos, mais avec un petit peu de distance, à savoir les gardiennes. Vous savez, Maiev est la chef des gardiennes elfes de la nuit, et les gardiennes c'est quoi? C'est tout simplement les geôlières d'Illidan. Donc c'était des elfes de la nuit, des espèces de... Oui, bah des geôliers, c'est des gardiens de prison en fait, hein, qui étaient là pour enfermer Illidan et le garder enfermé, ainsi que d'autres... Enfin surtout Illidan d'ailleurs, mais peut-être d'autres, on imagine d'autres prisonniers elfes de la nuit. Et Illidan était celui qu'il fallait garder enfermé à tout prix, le traître hein, bien entendu. Et Maiev, lorsque Tyrande a libéré Illidan, libéra Illidan et que du coup elle massacra quelques gardiennes qui étaient là en poste pour protéger, Maiev elle l'a vraiment mal pris. Il faut vraiment comprendre que Maiev Shadowsong, qui est la chef des gardiennes, elle a un lien très particulier avec Illidan. C'est-à-dire qu'elle a un lien de haine viscérale envers Illidan. On en parlera en plus en détail si jamais Maiev sort dans Heroes of the Storm, et en plus quand on traitera la guerre des anciens. Mais Maiev, elle ne peut pas voir Illidan en peinture, elle le hait comme pas possible. La haine amène souvent l'amour bien entendu, mais du coup Maiev a une haine viscérale et elle se considère comme la traqueuse. Les elfes de la nuit ont ces attraits on va dire naturels pour la chasse, et du coup c'est vrai que les sentinelles dirigées par Tyrande, pardon, c'est des traqueuses, mais les gardiennes, bah elles aussi elles traquent en fait, elles traquent leur proie. Et c'est pas d'ailleurs pour rien que le casque est en forme de chouette, hein, en forme de hibou, c'est justement aussi le côté oiseau de proie, le côté traque. Et du coup Maiev, eh bien, veut sa mission, sa seule mission c'est de capturer Illidan et de le ramener à la prison bien entendu. Donc elle traque Illidan, elle essaye de le suivre, et on va pouvoir voir qu'elle va le traquer sur les rivages de l'est de Kalimdor, et avec eh bien, une intervention d'Illidan qui va laisser des traces bien entendu, puisque Illidan il est tout seul dans sa quête, il doit triompher, il doit abattre le roi Lich. Le problème c'est que le roi Lich c'est à Northrend, donc tout au nord d'Azeroth, hein, la planète Azeroth, parce que je rappelle qu'Azeroth c'est à la fois une nation, un continent, une planète, mais là c'est la planète, et du coup il a besoin d'aide Illidan, il n'a pas de serviteur, il a besoin d'aide. Et du coup il va entamer une invocation pour faire rappeler du fond des âges une race qui avait été un peu oubliée, c'est les Naga. J'irai pas plus en détail puisqu'on va attendre un petit peu après, puis il y aura plus d'informations après, mais il va ramener les Nagas des profondeurs pour qu'il ait justement ses serviteurs qui pourront l'aider dans sa tâche. Et on va voir justement la petite vidéo d'introduction de Frozen Throne qui est tout simplement sublime. La première fois qu'on la voit, elle est toujours, même maintenant elle est toujours aussi impressionnante. Traître. En vérité, c'est moi qui ai été trahi. C'est moi que l'on pourchasse. C'est moi que l'on hait. Mes yeux aveugles voient ce que les autres ne peuvent voir. Que parfois, la main du destin doit être forcée.
avant que les flots de la malédiction se déversent sur tous ceux qui s'opposent à nous. Ce qui est vraiment très intéressant si vous regardez, alors malheureusement la vidéo est superbe, par contre le problème c'est que la qualité, le jeu est vieux, hein, forcément il n'y a pas de 1080p hein, sur ce genre de vidéo, malheureusement, parce que j'espère qu'elle sera potentiellement retraitée par Blizzard, parce qu'elle est toujours de bonne qualité, de bonne facture. Le problème c'est qu'à l'époque il n'y avait pas de 1080p quoi. Alors en attendant, c'est vrai que cette cinématique est super importante pour bien comprendre aussi la manière de penser d'Illidan. Dans cette cinématique vous avez tout compris d'Illidan en fait, vous avez quasiment tout compris d'Illidan en regardant cette cinématique. C'est comment résumer Illidan en une vidéo, c'est ça en fait. Et Illidan du coup qui a besoin de serviteurs, qui veut contrer son ennemi quel que soit le prix, on l'appelle traître, il est incompris et il veut justement encore une fois sauver en gros le monde, puisqu'il doit s'opposer à la mort, Ner'zhul qui est le roi Lich. On verra après, ça va pas être une mince affaire pour le pauvre Illidan, mais du coup, Illidan a des nouveaux serviteurs, les Nagas, qui commencent à donc sortir des profondeurs et qui vont attaquer les côtes elfes de la nuit. Illidan sait que Maiev est à ses trousses, évidemment, il sait qu'elle a consacré sa vie à le traquer. Du coup, il sait que les gardiennes sont sur sa piste et que c'est qu'une question de temps avant qu'ils arrivent. Et à ce moment-là, les Nagas, du coup, envahissent la côte, ravagent tout simplement les villages elfes qui sont présents sur la côte, hein. Et c'est pas fait non plus par juste pure cruauté ou quoi que ce soit. Illidan y a un but, comme il sait justement que Maiev va le poursuivre. L'objectif c'est tout simplement neutraliser les ports, détruire les moyens de transport des elfes de la nuit pour que personne ne puisse le suivre dans sa prochaine quête, dans son objectif tout simplement. Le problème c'est que ça va pas si bien fonctionner que ça. La plupart de la côte, enfin la plupart des endroits de la côte sont ravagés. C'est vrai que c'est un coup dur, après l'invasion de la Légion Ardente c'était déjà compliqué pour les elfes de la nuit de s'en remettre. Il y a cette nouvelle attaque maintenant et le principal port, alors tous les différents ports, hein, les petits ports de pêche et tout sont ravagés, mais le principal port elfe de la nuit de la côte est de Kalimdor, à savoir Nendis, va être ravagé par les Nagas, mais finalement il va être sauvé par l'intervention de Maiev et son fidèle bras droit, une autre gardienne, Neisha. Alors Neisha dans le jeu est représentée comme une chasseresse. Je pense que s'il fallait revenir dessus, ça serait une autre gardienne. Il fallait juste pas les mettre pareil pour qu'on puisse les reconnaître, mais ce sont toutes des gardiennes, donc Neisha est représentée comme une gardienne, mais on pourrait peut-être imaginer une gardienne montée sur un dent de sabre, un tigre à dent de sabre potentiellement, enfin une panthère. Mais Neisha et du coup Maiev vont directement sauver le port de Nendis et vont justement récupérer les derniers bateaux pour pouvoir traquer Illidan qui s'en va vers le centre de la Terre, vers le continent Est en fait, et on va voir justement où il va. C'est tout simplement vers un endroit qui avait été remonté dans les événements de Warcraft 2, donc la deuxième guerre entre les orques et les humains, avec en fait Gul'dan qui avait ramené du fond des profondeurs justement une ancienne, un archipel et une ancienne grande région qui date de l'époque où justement de la première guerre, c'est la ville de Suramar, et tout simplement c'est ce qui va donner son nom en fait aux îles brisées où il y a la tombe de Sargeras et notamment Suramar et tout ce qui est à côté. Mais il va du coup ramener tout ça du fond des océans pour justement la tombe de Sargeras. C'était Gul'dan qui avait fait ça. Et Illidan, en consumant le crâne de Gul'dan dans les événements de Reign of Chaos, a justement acquis cette connaissance-là et sait qu'il y a des immenses reliques de pouvoir démoniaques dans la tombe de Sargeras qui pourront l'aider à neutraliser Ner'zhul sur la Icecrown, donc à Northrend, là où il y a en fait le cœur du fléau, le cœur des morts vivants tout simplement. Il y a le roi Lich tout simplement. Donc Illidan, c'est son objectif, il arrive dans les îles brisées et il arrive à la tombe de Sargeras. Et Maiev, bien entendu, est à ses trousses. Maiev qui va évidemment commencer à débarquer sur les îles brisées et découvrir justement les vestiges d'une ancienne
ancien joyau presque de la civilisation Kaldorei, à savoir Suramar, les restes de Suramar qui avaient été engloutis par les flots lors du, justement à la base Kalimdor, je rappelle c'est un grand continent, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus pour en parler, c'est un grand continent qui s'est disloqué en plein de parties et la nouvelle Kalimdor en gros est qu'une partie de l'ancienne Kalimdor qui était un continent total, et du coup ça c'est justement des bouts du continent qui ont été submergés par les flots, et là Gul'dan qui les avait ressortis depuis, enfin c'est Atlantide presque, on pourrait imaginer que c'est l'Atlantide, et justement Maiev elle est un petit peu, pas choquée, mais elle a connu la guerre des anciens, même si elle était assez jeune, elle a connu la guerre des anciens, et du coup elle avait déjà visité Suramar et il y a des souvenirs de son enfance qui reviennent, qui rejaillissent forcément, en mode ah bah voilà c'était un ancien... une des plus belles villes des elfes de la nuit à leur plus belle époque, c'est des petits souvenirs, bien sûr c'est de la nostalgie. Elle reconnaît tout de suite les ruines de Suramar et elle va commencer du coup à déployer ses garnisons, déployer les forces des gardiennes pour aller traquer le petit Illidan. Et au final, Maiev, pendant ce débarquement, va rencontrer un orc, pas n'importe lequel. Et c'est là où Frozen Throne d'ailleurs réussit à lier... On pourrait se dire que c'est du fanservice, mais c'est du fanservice bien fait. Il arrive à lier certains événements, et notamment le fait que justement Maiev, qui sont les elfes de la nuit... voilà, qu'on connaissait peu en fait avant Warcraft 3, qui sont là, et le lien bien sûr qui est fait avec Warcraft 2, les événements de Warcraft 2 avec Gul'dan, et notamment un orc, pas n'importe quel orc, puisque c'était un warlock, donc un démoniste orc du clan Stormriver, le clan de Gul'dan tout simplement, et c'était donc un clan principalement de démonistes qui avait trahi la Horde, ils avaient trahi Orgrim Doomhammer. Je ferai bien sûr une vidéo de Warcraft 2 pour bien comprendre tous les événements, et au final Gul'dan en gros avait trahi la Horde et avait justement essayé de récupérer des reliques et récupérer dans la tombe de Sargeras plein de choses pour améliorer son pouvoir, et du coup en gros devenir le roi, enfin en gros le roi du monde quoi, tout simplement du côté de Gul'dan. Et justement Maiev fait la rencontre de cet ancien warlock orc, elle fait la rencontre de Drak'tul donc qui est devenu un ermite orc un petit peu abandonné, qui essaye de faire pénitence de ses actes passés. Il a lâché la voie démoniaque on va dire, et contrairement à d'autres orcs certains vestiges du clan Stormriver qui sont encore là, lui il fait pénitence, il va parler à Maiev, il va lui expliquer la situation, c'est lui qui lui explique en fait comment, parce que Maiev elle reconnaît Suramar mais elle comprend pas, elle a pas connu les événements de Warcraft 2, donc elle se dit mais qu'est-ce que fout Suramar là en fait, c'est censé être submergé, qui a bien pu ramener une île comme ça, enfin comment c'est possible. Et du coup c'est là en fait justement que Drak'tul va servir de narrateur en fait, pas de narrateur mais va lui expliquer toute l'histoire, comment se fait-il que justement les orques aient réussi à remonter Suramar des flots etc, et la tombe de Sargeras, et du coup Maiev comprend la situation et va du coup se mettre en chemin vers la tombe de Sargeras, et là à ce moment là la lutte continue face aux Nagas, et les Nagas qui sont dirigés par Lady Dame en français, Dame Vache qui est une sorcière Naga et qui dirige tout simplement les Nagas contre les elfes et qui protège Illidan en fait. C'est vraiment la protection d'Illidan, c'est un peu la garde rapprochée d'Illidan, et elle va pas mal temporiser l'arrivée de Maiev dans la tombe, le temps justement qu'Illidan récupère la relique qu'il souhaite. Et ça c'est quelque chose de très important parce qu'en plus la rencontre de Maiev et de Dame Vache va donner beaucoup de clés d'informations à Maiev, à savoir que les Nagas, parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette race, on connaît pas qui sont les Nagas en fait, et Dame Vache va expliquer qu'en fait les Nagas ce sont d'anciens elfes de la nuit qui justement quand il y a eu la grande fracture avec l'effondrement du puits d'éternité qui a détruit l'ancien continent de Kalimdor comme je vous avais dit, les flots ont submergé la plupart des anciennes terres et notamment les provinces de Suramar etc, et tous les elfes qui se trouvaient là, tous les elfes de la nuit ont été attirés dans les profondeurs, et en gros, j'en reparlerai dans la vidéo spéciale Guerre des Anciens, les elfes de la nuit, les bien-nés qui se retrouvaient ici, ont été transformés en gros en Nagas pour pouvoir s'habituer à leurs nouvelles conditions de vie, pouvoir vivre en fait dans les profondeurs. Et du coup, Vache explique qu'en fait, ils sont son frère et sœur presque, puisque ce sont d'anciens elfes de la nuit. Maiev est outrée presque, elle est choquée de telles révélations évidemment. Elle se dit bon en même temps Illidan qui s'allie avec d'anciens elfes de la nuit comme ça, c'est pas étonnant on va dire tout le mal s'assemble, on va dire ensemble le mal s'attire, et bien Maiev va continuer à les buter tranquillement, et au final Maiev va justement réussir à rentrer dans la tombe de Sargeras. Elle va découvrir justement toutes les anciennes marques que Gul'dan avait laissées pour expliquer la situation, expliquer ce qui s'est passé.
et qu'à la fin Gul'dan s'est fait détruire par les démons, hein, il s'est fait tuer par son propre, enfin en gros il s'est fait consumer par son propre feu, et l'image est plutôt intéressante, la métaphore est plutôt intéressante, il a cherché du pouvoir et c'est ce pouvoir là qui l'a tué, et au final elle découvre Illidan qui a réussi à forcer l'une des antichambres de la tombe de Sargeras et qui a récupéré une relique très très puissante. Illidan, ce qui est très intéressant, c'est qu'Illidan est pourtant très attiré par la puissance, par le pouvoir, et pourtant il est très pragmatique. Il sait ce qu'il peut faire, il sait ce qu'il ne peut pas faire. Parce qu'on pourrait dire oui, Illidan, son objectif c'est de traquer les démons et tous les tuer, et pourtant il s'agenouille comme j'ai envie de dire un faible, ou comme une victime face à Kil'jaeden. Là il est dans la tombe de Sargeras, il est quand même plus puissant que Gul'dan, on pourrait se dire bon bah il va essayer de récupérer le pouvoir et tout, et au final non, Illidan dit, très pragmatique, dit bah non, j'ai pas la force, j'ai pas le pouvoir pour récupérer tous les pouvoirs de Sargeras, ce serait juste fou de tenter, et je connais quelqu'un qui l'a tenté, j'ai même consumé son crâne, c'est Gul'dan, et il est mort à cause de ça. Donc moi je suis pas fou, j'ai des ambitions plus modestes, assez élevées quand même mais plus modestes, je veux juste son œil à Sargeras, l'œil de Sargeras, donc une relique qui va permettre à Illidan de réussir son œuvre, à savoir détruire réussir son objectif, tout simplement détruire le roi Lich. Et ça, c'est ce qui va en plus, là en plus Illidan il fait le marlou, forcément pendant 10 000 ans il a été enfermé, il a la haine aussi hein, Illidan, hein, pendant 10 000 ans il a été enfermé par Maiev, c'est l'occasion de boucler la boucle. Tout le monde est dans la prison, il fait bah écoute Maiev, maintenant c'est à toi d'être emprisonné. Il va utiliser l'œil qui est un artefact magique très puissant pour effondrer la tombe de Sargeras, donc les murs hein, ou le plafond de, de la tombe de Sargeras sur Maiev et les gardiennes. C'est un petit comique, hein. Il a le sens on va dire de l'ironie notre cher Illidan. Et à ce moment là, eh bien Maiev va avoir un gros problème, et c'est l'intervention de Naisha, le bras droit de Maiev, qui va se sacrifier elle et les autres gardiennes pour permettre à Maiev de s'en sortir. Et Maiev va quitter la tombe de Sargeras, enfin elle va être indemne au niveau physique, bon, peut-être des petites blessures, mais elle s'en sort en vie. Et Maiev qui a déjà la haine envers Illidan, bah là ça attise encore plus hein. Son bras droit qui l'a toujours servi, qui l'a suivi partout, Naisha qui a donné sa vie pour lui permettre de s'en sortir face à la ruse et la traîtrise d'Illidan. Là c'est la goutte de trop, déjà qu'elle a la haine envers Illidan, là c'est de la furie hein, c'est de la furie pure. Et Maiev, le problème c'est que Maiev, bah là, elle a perdu une partie de ses forces dans la bataille, et maintenant Illidan il a récupéré l'œil de Sargeras, toutes les troupes Naga n'ont plus à défendre, maintenant c'est l'heure d'attaquer. Illidan et les Nagas contre-attaquent et vont tout simplement essayer de réduire en cendres la base d'opération de Maiev. Maiev qui est obligée d'ailleurs même d'aller un peu d'île en île pour essayer de s'en sortir, et finalement elle est acculée par les Nagas, elle est encerclée. Et Maiev va tenter un coup, on va dire, de génie, et en même temps une tentative de la dernière chance, en essayant de faire passer une messagère qui pourrait avertir notre cher Malfurion Stamrage, hein, le frère d'Illidan et surtout le grand leader, hein, le grand dirigeant des Elfes de la Nuit, pour venir l'aider et contrer la traîtrise de son propre jumeau, son propre frère. Du coup, la messagère va réussir à passer, Maiev va réussir à bien escorter la messagère passe et va avertir le couple le plus connu, bien entendu, le couple de dirigeants des Elfes de la Nuit, à savoir Tyrande et Malfurion Stamrage, Tyrande Whisperwind et Malfurion Stamrage, donc en français Tyrande Murmevant. J'ai des remontées gastriques en le disant, et Malfurion, je sais même plus en français comment, Hurlerage, ah oui c'est vrai, c'est Hurlerage. Du coup voilà, ces deux là qui vont être prévenus de la situation dans les îles brisées. Tout de suite, Tyrande dit c'est moi qui ai libéré Illidan, c'est à moi de le châtier et d'aller le chercher et de mettre fin à ses méfaits. Malfurion dit oui, mais moi c'est mon frère. Lorsqu'il a battu Tichondrius et qu'il est devenu encore plus un démon, j'ai choisi de le bannir. On aurait dû le réenfermer là d'où il venait. Donc j'ai aussi ma part de responsabilité. Mon amour, allons-y. Et du coup, Tyrande va assembler les sentinelles, enfin en tout cas une partie des sentinelles, hein, la force guerrière des Elfes de la Nuit, et Malfurion va assembler une grande partie des druides pour justement avoir une espèce de cohorte armée pour venir en aide, hein, c'est la cavalerie en fait hein, qui va arriver pour aider la petite Maiev, et ça c'est super important. Illidan va alors à ce moment-là être débordé, hein, c'est le chasseur chassé tout simplement, qui, il s'est fait avoir, il s'attendait pas à des renforts. Finalement Tyrande et Malfurion débarquent dans les îles brisées.
rassemblent leur flotte et viennent en aide à... Enfin, ils brisent le blocus autour de la base de Maiev et finalement ils se joignent aux gardiennes pour pouvoir lancer l'attaque finale contre la base d'Illidan. Et Illidan est obligé de battre en retraite. Alors déjà il est très surpris de l'arrivée de Tyrande et Malfurion et il est obligé de battre en retraite et il explique de toute façon ce que je devais récupérer je l'ai, c'était plus un bonus de battre Maiev. Là il dit ciao les bambinos et il part vers l'est, vers Azeroth, le continent cette fois d'Azeroth, hein, donc les royaumes de l'est. Il part vers l'est avec sa précieuse relique et du coup eh bien à ce moment là évidemment Tyrande et Maiev et Malfurion se joignent encore une fois pour aller traquer, débusquer Illidan et stopper surtout les intentions d'Illidan. C'est à ce moment là donc lorsqu'il débarque justement dans les clairières de Tirisfal, donc à l'ouest du continent d'Azeroth, donc vers le nord-ouest en fait, hein, dans les terres de Lordaeron tout simplement, et bien ils vont faire la rencontre. À ce moment-là, Malfurion en fait est troublé parce qu'il se passe des choses bizarres. L'endroit a subi bien sûr les attaques et les changements, la peste du fléau, etc. Donc Malfurion sent les énergies et la nature qui est profondément troublée. Du coup, il a besoin de se recueillir avec la nature. Et pendant ce temps, Tyrande et Maiev comprennent et font bah écoute, nous on va le traquer ensemble. Malfurion est un peu inquiet, il fait ça va aller parce que bon, Maiev déteste Tyrande. Tyrande, c'est pas qu'elle déteste Maiev, quand elle a libéré Illidan elle avait rien contre Maiev, c'est juste que du coup Maiev est très hautaine et très toxique on va dire envers Tyrande, et du coup Tyrande bah elle se laisse pas faire, hein. Tyrande elle se laisse pas marcher sur les pieds, hein. C'est une guerrière Tyrande, hein. Du coup elles se prennent un petit... Ouais, elles se crêpent un petit peu le chignon les deux, et Malfurion se dit bon ça devrait aller. Les deux autres disent oui, on a une tâche commune, on va continuer ensemble. Et là, à ce moment-là, justement, dans leur track d'Illidan, eh bien, elles tombent sur une caravane aux elfes, Maiev et Tyrande, donc les hauts elfes qui sont attaqués par les morts-vivants, par le fléau mort-vivant. Et Tyrande, eh bien, à ce moment-là, décide de les secourir. Maiev se dit mais non en fait on n'a pas que ça à faire, déjà Illidan est en train de prendre de l'avance sur nous, on n'a pas le temps, il faut les laisser, on s'en fout de... Tyrande est en mode non mais enfin non, genre c'est des elfes, enfin les elfes nous ont aidés lors de la bataille du Mont Ijal, sans eux on aurait perdu, puisque je rappelle qu'il y avait beaucoup d'elfes qui avaient suivi Jaina avec l'alliance, donc l'alliance de Kalimdor. Il y a énormément d'elfes, je préfère le repréciser, et du coup Tyrande estime avoir une dette envers les hauts elfes et dit bah ils nous ont sauvé la vie, ils ont sauvé la vie du monde entier contre la Légion Ardente, la moindre des choses c'est d'aller les aider. Et du coup Keltas, qui dirige les hauts elfes, en tout cas cette partie des hauts elfes, les remercie bien entendu et reconnaît les anciens elfes de la nuit. Lui de son vivant n'en avait jamais vu, mais il connaît les histoires, etc. hein. C'est un mage, c'est presque un archimage j'ai envie de dire, donc il connaît très bien bien sûr l'histoire et il s'était documenté, donc il reconnaît tout de suite les Kaldorei, hein, les elfes de la nuit, et il dit, justement il leur explique la situation. Voilà, ils sont attaqués en ce moment par les morts-vivants ont détruit le royaume de Keltalas, hein, les Kaldorei cette fois, donc les hauts elfes, et du coup eh bien Keltas a décidé de venger son peuple et a renommé donc les Kaldorei en Sindorei, les elfes de sang. En tout cas, une partie des hauts elfes est devenue les elfes de sang. Une très grande partie des hauts elfes survivants sont devenus les elfes de sang. Et ils continuent leur lutte contre le fléau un peu partout dans Lordaeron. À ce moment-là, justement, Keltas dit bah, vous nous avez sauvés, mais est-ce que c'est possible que vous nous escortiez jusqu'à en gros une base un petit peu plus avant, on va dire dans les terres de Lordaeron, là où justement, eh bien, on pourra faire halte et je pourrais, en plus j'aurai une dette envers vous, je pourrais vous aider. Keltas, faut savoir que c'est quelqu'un de très loyal et qui aime par-dessous tout son peuple et qui, et là il sait qu'il doit sa vie, tout simplement aux elfes de la nuit. Donc il est vraiment prêt à les aider. Mais il aimerait justement que les elfes continuent à l'aider jusqu'à leur base. Tyrande accepte, Maiev est furieuse évidemment, hein. Maiev elle est en mode non, Illidan. Et Tyrande elle au contraire, hein, elle est pas du tout, elle dit non, on ira traquer Illidan après, il y a des choses plus urgentes et plus importantes maintenant. Donc ils escortent Keltas, Keltas a expliqué toute la situation et finalement eh bien, la caravane aux elfes est sauvée. Keltas a une dette envers les elfes de la nuit, il dit bon bah écoutez maintenant moi si vous avez besoin de traquer Illidan, en plus moi j'ai des informations, on a découvert que je sais pas où est Illidan, mais je sais que les morts vivants s'agitent dans certaines régions, nos éclaireurs nous ont, je rappelle que les hauts elfes
même les elfes de sang c'est pareil, hein, c'est pas pareil, mais je veux dire les elfes de sang, ce sont d'anciens aux elfes, ils ont des rangers, etc. Ils sont de très bons pisteurs. Ils expliquent justement que voilà, il y a l'activité mort-vivante qui a été un petit peu chamboulée, qui a été un peu changée dernièrement. Il y aurait des activités magiques dans l'ancienne cité de Dalaran, la cité qui a été, vous savez, Archimonde qui a joué avec Chromie au château de sable et qui a totalement détruit Dalaran. C'est une blague, il n'y a pas Chromie, mais Archimonde qui a joué au château de sable avec Dalaran. Dalaran a perdu et du coup Archimonde a totalement détruit Dalaran, hein, je le rappelle parce que maintenant elle vole, donc je préfère le rappeler. Et du coup, eh bien, ce qui est très important, c'est que il explique que du coup maintenant il sait à peu près où serait du coup peut-être Illidan qui pourrait influer sur toute l'activité mort-vivante avec ses activités magiques. Tyrande est super contente et au moment où justement ils arrivent à la base, il y a une armée mort-vivante de fous qui commence à submerger les défenses. Tyrande reste en arrière, permet aux elfes et aux autres elfes de la nuit de franchir un pont, et Tyrande sur le pont choisit enfin c'est une prêtresse des lunes, hein, donc c'est une guerrière qui fait appel à Elune, la déesse des elfes de la nuit, et à ce moment là elle massacre des morts vivants à l'appel. Le problème c'est que le pont s'effondre et Tyrande est emporté dans le fleuve avec une partie des sentinelles de la nuit. Donc Tyrande est dans le fleuve. Et à ce moment-là, Keltalas dit le courant est fort ici. Keltas, le prince Keltas, justement voit, qui est devenu le leader, hein, je rappelle, des elfes de sang. Il voit Tyrande qui est dans le fleuve. Il se dit mais elle est encore en vie, il faut qu'on aille l'aider. Le courant est très fort ici, on pourra pas l'aider maintenant, mais allons plus bas et on pourra la sauver. Et Maiev à ce moment-là dit non. Là c'est le meilleur moment pour Maiev parce que Maiev est devenue en gros la patronne. Et Maiev dit elle a deux buts. Déjà, Tyrande avait massacré certaines de ses sœurs pour libérer Illidan, donc c'est de sa faute si Illidan est libéré. Et en plus, elle a pas le temps à perdre, elle doit traquer Illidan. Du coup elle dit non, elle se débrouillera très bien par elle-même, c'est la grande prêtresse des lunes, elle est très douée, t'en fais pas pour elle. Nous, notre but, on t'a sauvé les miches, maintenant tu viens nous aider, on doit s'occuper d'Illidan. Et du coup Keltas fait bon bah ok, il s'incline, il a une dette à payer, donc pas de souci, et il va tout simplement se mettre en route vers Dalaran. Malfurion à ce moment-là, avec sa communion avec la nature, il découvre tous les événements un petit peu tragiques du territoire. Il découvre qu'il y a un mal sombre aussi qui a un petit peu, on va dire, obscurci la région. Et en plus de ça, il découvre également qu'il y a un rituel en cours. Et Illidan en fait est à l'œuvre, et tout simplement il est en train de secouer la terre. Il crée des séismes, il crée des fractures au Northrend, donc tout au nord de la planète, et qui est en train de détruire Northrend qui est le toit du monde, hein, vraiment la partie la plus nordique de la planète. Et du coup Malfurion voit que justement en Northrend, la terre est ravagée et détruite par le sort qui est lancé par Illidan, par le rituel qu'a incanté Illidan. Et du coup il y a des pans de terre qui sont détruits, il y a de la banquise qui part dans tous les sens. Enfin, il est en train limite de remodeler le continent, hein. C'est fou ce qu'est en train de faire Illidan. Il a un pouvoir monstrueux avec l'œil de Sargeras. Malfurion ne comprend pas pourquoi Illidan est en train de faire ça. Et du coup il veut l'arrêter parce qu'il est en train de meurtrir la terre en fait, il est en train de meurtrir la nature. Et du coup Malfurion veut l'arrêter et va tout de suite rejoindre le camp elfe. Et là il se rend compte qu'il y a justement donc Maiev et Keltas. Et à ce moment là Maiev prend à partie Malfurion et lui dit bah écoute, à cause d'Illidan, les morts vivants nous ont submergés, et Tyrande est tombée dans le fleuve, elle est tombée au combat. En tout cas elle reste très évasive, elle est tombée au combat. Mais tu pourras te venger, venge-toi d'Illidan, c'est à cause de lui que Tyrande est tombé au final. Donc allons à Dalaran, arrêtons tout ça, tu as vu le rituel, etc. Malfurion qui avait tout expliqué. Et du coup Maiev essaye d'influencer un petit peu à Malfurion que Tyrande est en vie. Et ça, Malfurion l'oubliera pas, bien entendu. Le rituel va être interrompu à Dalaran avec l'assaut des elfes de sang et les elfes de la nuit. Et bien les Nagas, alors là c'est intéressant parce que c'est le retour, t'as d'un côté les hauts elfes qui sont d'anciens elfes de la nuit, les elfes de la nuit et les Nagas qui sont d'anciens elfes de la nuit. Il manque juste les satyres et tout le monde est réuni. Et bon après, Illidan est une
sortent de cette île de très loin. Et du coup, tout le monde est réuni, la joyeuse baston. Et finalement, c'est les hauts elfes, enfin les elfes de sang et les elfes de la nuit qui triomphent d'Illidan. Ils stoppent le rituel. Et là, Illidan, il rentre dans une fureur noire. Il est en mode « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous rendez pas compte de ce que vous venez de faire? Pourquoi vous avez fait ça en fait ?» Et Malfurion explique « Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de meurtrir le monde et tout. » Illidan, il est... Là, les jumeaux qui sont en train de se prendre la tête, hein. Illidan lui explique mais t'es en train de faire n'importe quoi, tu sais même pas ce qui est en train de se passer, tu ne te rends même pas compte des enjeux que tu es en train de changer. J'étais en train de sauver le monde. Et Malfurion dit mais non, t'es en train de détruire le monde plutôt et tout. Et à ce moment là, il y a Malfurion qui lâche la bombe. Il lâche la bombe, il dit en plus par ta faute Tyrande est morte. Est-ce que tu te rends compte, Tyrande est morte par ta faute, tu vas me le payer. Et Illidan, ça fait un choc à ce moment-là parce que Illidan, il faut bien comprendre que l'amour de sa vie, Illidan, la lumière, Illidan il n'a connu que l'obscurité presque hein, pendant toute sa vie. Il a connu la souffrance, il a connu l'isolation, il a connu la peur. Et la seule lumière, j'adore cette image parce qu'elle représente vraiment ça, c'est qu'Illidan, dans la nuit, dans l'obscurité, la seule lumière et la seule chose qui a pu le ramener à chaque fois, ça a été Tyrande justement. Il a toujours été fou amoureux de Tyrande. Et à aucun moment Illidan ne voudrait blesser Tyrande, celle qu'il aime. Et à ce moment là, ça calme tout de suite les débats. Il se dit mais quoi? Tyrande est morte? Tyrande, j'ai tué Tyrande. Et là il se rend compte en fait des actions qu'il a fait. Il fait mais quoi? Tyrande est morte? Par ma faute? Et à ce moment là il y a Keltas qui arrive. Il fait si je peux en placer une. Elle est pas morte, Tyrande. Elle est tombée dans le fleuve, mais quand on l'a vue, elle était encore en vie. Et elle a descendu le fleuve à cause du courant, mais elle est probablement encore en vie. Et là, il y a Malfurion, il se retourne vers Maiev. Ah, Maiev fait mais Shando Stormrage, la traque, l'objectif c'était traquer Illidan. Il fallait qu'on enferme et qu'on arrête Illidan. L'objectif passe avant tout. Et là, à ce moment-là, il y a Malfurion qui lui... mais en colère, mais il a un courroux pas possible. Et il lui dit d'ailleurs il va l'enfermer il va l'enfermer provisoirement. Et il lui dit enfin tu vas tous nous damner avec en gros avec tes actions. Tyrande est en vie et tu me l'as caché. T'as du bol qu'il faut qu'on aille la sauver, sinon il l'aurait marave hein. Clairement Malfurion il était vraiment pas content. Et du coup Illidan lui fait bah écoute, si elle a été en gros noyée par le fleuve, je peux t'aider en fait, Malfurion. Parce que Malfurion il était à deux doigts de tuer Illidan en fait. Et Maiev voulait l'enfermer bien entendu. Et lui faire des choses pas très catholiques. Mais du coup, Illidan lui explique mais laisse-moi t'aider mon frère. Tyrande, tu sais que je lui ferai jamais de mal. Tu sais que j'aime Tyrande, même s'il t'a choisi. Et... tu sais que je pourrais t'aider, je pourrais largement t'aider. Entre mes pouvoirs et les nagas qui peuvent remonter le fleuve, chercher et trouver Tyrande, je pourrais t'aider en fait. Ce serait débile que tu ne me laisses pas t'aider. Et à ce moment-là, Malfurion pèse le pour et le contre. Et il se dit, oui, bon, c'est vrai que Illidan peut totalement m'aider dans cette tâche. Il faut qu'on sauve la femme qu'on aime. Du coup, bah, allons-y ensemble, mon frère, et sauvons Tyrande. Illidan, du coup, se sert des nagas. Ils réussissent à trouver l'emplacement de Tyrande. Ils vont tout simplement réussir à repousser les morts vivants qui se retrouvent ici et qui ont assailli Tyrande et certaines prêtresses qui étaient avec Tyrande. Et finalement, en joignant leurs forces, les deux frères, les deux jumeaux arrivent à sauver Tyrande. Et là, tout est bien, qui finit bien, on a envie de se dire, bien entendu. Illidan qui a sauvé Tyrande. Malfurion lui dit bah merci, sans toi j'aurais jamais pu le faire mon frère. Au départ ils étaient pas tout à fait, on sent qu'il n'y avait pas totalement de l'entente hein. Malfurion avait un plan en tête, Illidan lui dit mais non sois pas, enfin c'est moi je suis tout à fait disposé à la sauver directement. Du coup Malfurion est un petit peu en second rôle pendant qu'Illidan sauve Tyrande. Finalement ça marche. Malfurion a mis son ego de côté pour permettre à Illidan de sauver Tyrande. Tyrande est super contente de voir Malfurion. Ça met directement un petit stop à Illidan évidemment. Et les trois en fait se retrouvent. Et à ce moment là Malfurion lui explique bah merci, enfin t'as sauvé celle que j'aime, sans toi j'aurais rien pu faire, je te laisse partir. Mais ne menace plus jamais mon peuple. Il lui dit bien menace plus jamais mon peuple, sinon tu subiras la colère des elfes de la nuit. Et Illidan lui dit mais en fait j'ai vraiment jamais voulu vous causer de la peine ou causer des problèmes en fait. C'était par effet indirect que je vous ai menacé, mais à aucun moment je veux menacer les elfes de la nuit ou quoi que ce soit. J'ai un but, et là il explique le but, il dit
En fait, mon objectif, je sers un maître qui veut voir le roi Lich et du coup le seigneur des morts vivants en gros être détruit. Et j'avais besoin de cette relique pour ça. Voilà, il lui explique. Et Malfurion et Tyrande le laissent partir. Illidan ouvre une brèche dimensionnelle, il ouvre un portail dimensionnel, il rentre dedans, on sait pas vers où. Et finalement Maiev arrive à ce moment là et fait mais bande de fous, pourquoi vous le laissez partir? Et là elle poursuit et elle rentre dans le portail. Finalement ce portail il mène vers où? Il mène vers une ancienne, un autre monde désolé, l'ancien monde des orques, à savoir Draenor. Draenor qui maintenant s'appelle les terres dévastées. Donc Illidan qui est toujours en cavale on va dire pendant que Tyrande et Malfurion rentrent chez eux à Kalimdor tout simplement. Maiev va poursuivre bien entendu Illidan et à ce moment là Kal'Thas lui a aidé les elfes de la nuit. Il n'a pas rejoint Malfurion et Tyrande pour le sauvetage de Tyrande. Il avait déjà aidé à Dalaran. Sa dette était payée, lui il avait aussi ses propres ordres à respecter donc il s'est mis en route très rapidement. Kal'Thas doit rejoindre on va dire le QG, le quartier général des forces de l'Alliance, là où réside le chef de l'Alliance, à savoir le maréchal Garithos, Othmar Garithos, qu'on appelle Jean Maritos dans le milieu, profondément xénophobe et raciste envers toutes les autres races. Très intéressant d'ailleurs parce qu'il y a souvent il y a du racisme dans Warcraft, il est omniprésent entre la guerre des orques et des humains, etc. Mais très souvent c'est du racisme juste entre une race et une autre. Souvent c'est plus des ressentiments d'une race à une autre qui se sont toujours affrontés, etc. Lui, tout ce qui n'est pas humain, c'est de la merde. C'est des sous-races. Concrètement pour lui, tout le reste c'est des sous-races. Il y a l'humanité et le reste c'est des choses, enfin c'est de l'inhumain quoi, c'est des êtres bestiaux, il n'y a que l'humanité qui est la force. Ce qui pose problème forcément. Alors pourquoi un tel homme est devenu le chef de l'Alliance, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à proprement parler. Mais en gros, Garithos est devenu, avec les différentes défaites, bien entendu, militaires de Lordaeron et de l'Alliance et des restes de l'Alliance de Lordaeron, Garithos, qui est maréchal, qui était bien sûr un grand chevalier, etc., va devenir le chef militaire. Après, il n'avait jamais été le chef suprême, on va dire, mais il y a quand même eu pas mal de monde qui est tombé sous le fléau, entre les mages de Dalaran, entre Uther et tous les anciens commandants. Forcément c'est lui qui a pris la tête des restes de l'Alliance. Et il est profondément raciste aussi envers les elfes, bien entendu, et très très hautain, et va traiter Kal'Thas et les elfes de sang comme pas possible, comme du fumier quoi. C'est lui le fumier en l'occurrence, mais il les traite comme des esclaves presque, hein. Il est vraiment terrible, Garithos, terrible et gentil d'ailleurs. C'est vraiment le xénophobe notoire, hein. C'est anti tout, et il va, en plus comme il profite de son pouvoir bien entendu, il est le maréchal, donc il est le chef de l'Alliance. Kal'Thalas a été ravagé. Kal'Thas avait dû rejoindre les restes de l'Alliance parce que sinon ils auraient été détruits par le fléau. Et au final, lui, il en profite bien, surtout qu'il est un petit peu rancunier, Garithos, parce que l'Alliance, les elfes avaient quitté l'Alliance. Et du coup, il n'a pas oublié ça, hein. Il a dit, voilà, hein, vous avez quitté l'Alliance, vous êtes fait défoncer à cause de vous, le fléau. A détruit nos terres, donc vous êtes un petit peu responsable. Déjà qu'il aime pas trop les elfes, en plus de ça il est juge responsable de la chute de Lordaeron. Donc ils essayent de sauver l'ancien monde en gros, hein. Garithos il est là pour essayer de sauver l'ancien monde, et notamment sauver la nation de Lordaeron. Et à ce moment là, Kal'Thas a les pires besognes. C'est-à-dire que Garithos va au front attaquer les morts vivants, repousser les morts vivants. Il refuse la puissance. En plus stratégiquement c'est pas possible. Pour vous montrer à quel point c'est débile. C'est-à-dire qu'il y a des mages, les mages elfes sont quand même assez réputés, les rangers elfes sont assez réputés aussi. Il s'en moque complètement, il ne les veut pas. Il est en mode, non, vous allez garder Dalaran, et vous allez récupérer Dalaran déjà. Dalaran est aux mains des morts vivants, hein, avec Illidan qui est parti avec ses nagas, les morts vivants qui étaient déjà en train d'enfermer, parce qu'il faut imaginer qu'Illidan a probablement reconquéri Dalaran aux mains des morts vivants. Avec le départ d'Illidan, les morts vivants reviennent dans Dalaran. Dalaran c'était quand même une grande ville, hein, on va pas se mentir. Et du coup Kal'Thas doit lui tout seul récupérer Dalaran.
c'est pas une mince affaire et il doit pacifier la région. Ils ont une partie de Dalaran, il faut qu'ils pacifient tout le reste autour de Dalaran pour permettre à Garithos de revenir avec son armée quand la bataille contre les morts-vivants de l'autre côté, avec toutes les forces de l'Alliance, sera gagnée. Donc Kel'Thas, il en a marre, hein. Bien entendu, Kel'Thas obéit à Garithos parce qu'il veut sauver son peuple. Il est très gentil, Kel'Thas, hein. Vraiment... si vous avez connu que World of Warcraft et que le Kel'Thas de World of Warcraft, lavez ça. Et vraiment, Kel'Thas, c'est on va dire le suzerain. C'est un prince, hein, il ne sait pas lui donner le titre de roi, mais le prince est le dirigeant des elfes de sang. Et il essaye de sauver son peuple, sachant que son peuple maintenant a une soif, à une dépendance à l'énergie, en fait, à une énergie, au mana et à la magie, une telle dépendance à la magie, avec le puits de soleil qui avait été détruit, qui avait permis au roi Lich, je vous laisse aller voir Reign of Chaos, hein, les événements de Reign of Chaos, mais avec Kel'Thuzad qui avait été réanimé, et la destruction de Kel'Thalas, et le puits de soleil qui a été détruit. Le puits de soleil, c'était le centre culturel des Hauts-Elfes. Je vous laisse aussi aller voir la vidéo d'Histoire d'Aéros sur Valira où je parle beaucoup des Hauts-Elfes. Le puits de soleil n'étant plus, les elfes n'ont plus de source de magie. Toute leur société s'est effondrée à cause de ça, en fait. Et du coup, ils ont cette dépendance à la magie. C'est des drogués, hein. C'est des drogués de mana, c'est des drogués de magie. Et du coup, ils ne savent plus quoi faire. Et ils sont un petit peu affaiblis par ça. Et en plus de ça, ils sont traités comme de la merde par Garithos et par l'Alliance. Du coup, il en a marre, Kel'Thas. Et pourtant, Kael, il est plutôt sympathique, il honore ses dettes. Déjà, il en doit une d'ailleurs dette envers Garithos parce que c'est quand même l'Alliance qui a sauvé son peuple et qui a permis une sorte de terre provisoire d'asile pour les elfes de sang. Le problème, c'est que là, ça devient compliqué. C'est assez traumatisant en plus parce qu'il est à Dalaran. Lors des événements de Kel'Thalas, Kel'Thas n'était pas présent sur les lieux avec la victoire du fléau. Kel'Thas justement était à Dalaran où eh bien, Dalaran il enseignait il apprenait la magie. N'oublions pas, c'est un magicien de Dalaran à la base. Et donc quand le fléau a détruit Kel'Thalas, il l'a appris, Kel'Thas, il est parti directement vers Kel'Thalas. Les morts-vivants, eux, le gros des morts-vivants est reparti dans l'inverse. En fait, ils ont fait le trajet opposé, en fait. Et ensuite, Dalaran a été détruit par les morts-vivants. Donc Kel'Thas, il retourne dans les décombres de Dalaran, il est quand même assez traumatisé. C'est pas... Faut bien se rendre compte que il a en gros la moitié de sa vie, il l'a passé à Dalaran pour justement améliorer sa magie. Tous les amis qu'il avait à Dalaran ont été massacrés et détruits par les démons. Donc c'est assez traumatisant pour Kel'Thas en plus. Déjà il est traîné dans la boue et en plus c'est traumatisant l'endroit où il se trouve. C'est quand même dur. Et il doit sauver son peuple. Ça fait quand même beaucoup pour le petit Kel'Thas. Et Kel'Thas va réussir avec des maigres forces à récupérer Dalaran et on va dire pacifier l'endroit. Le problème c'est qu'il faut étendre aussi l'influence de la région. Le problème, c'est qu'il n'a pas assez de troupes. Il n'a pas assez de troupes, Kel'Thas, pour pouvoir faire ça. Et à ce moment-là, eh bien, il y a quelqu'un qui va arriver. C'est Dame Vache, celle qui s'était alliée à Illidan, qui arrive et qui va prêter assistance, qui va prêter son aide, hein, tout simplement, à Kel'Thas et aux elfes de sang pour pouvoir récupérer, mener des attaques surprises sur les camps morts-vivants, les surprendre et récupérer les terres autour de Dalaran. C'est une victoire militaire absolument superbe par rapport au gros des forces en présence parce que les elfes de sang et les nagas sont en sous-nombre complet face aux morts-vivants. Mais grâce aux moyens que les nagas proposent stratégiques, c'est-à-dire de passer par les fleuves, récupérer des bateaux, les donner aux elfes de sang, etc. et attaquer par derrière, ça permet tout simplement une victoire militaire absolument, c'est presque un chef-d'œuvre en fait militaire, c'était vraiment pas simple à faire, et à ce moment-là c'est déjà incroyable. Finalement Garithos revient, enfin en tout cas des émissaires de Garithos sont envoyés, hein. La bataille pendant ce temps sur le front vers l'est fait rage et des envoyés de Garithos, des émissaires ont eu vent de l'aide des nagas pour assister les elfes de sang pour gagner, et Garithos au lieu de dire bah merci Kel'Thas t'es un génie, au lieu de dire ça il dit Coco tu sers l'alliance, c'est moi le patron. Donc tu ne t'allies pas avec des sous-races pour pouvoir... L'Alliance ne doit pas s'allier avec des sous-races comme ça pour... En fait, tu te débrouilles par toi-même. Je t'ai donné une mission, tu l'as fait tout seul, c'est tout. Et là, Kel'Thas, il est en mode, mais c'est pas possible en fait, genre, c'est pas possible. J'ai réussi déjà un truc qui est quasiment impossible à faire, et en plus, il me traite comme un chien, quoi, c'est pas possible. Et
Et à ce moment-là, en fait, ils tiennent en plus des observatoires, etc. d'Alaran qui permettent de reconnaître la situation. Hein. Après, Garithos, ça doit être un débilos, ça rime très bien en plus. C'était aussi pour avoir l'information géographique pour pouvoir tenir et prévenir des invasions morts-vivantes. Et à ce moment-là, en fait, les elfes se rendent compte que les morts-vivants vont contre-attaquer en masse. Il y a une énorme armée mort-vivante qui arrive pour reprendre Dalaran. À ce moment-là, Keltas, quand il voit ça, il est en mode « Ah !» On a déjà réussi à attaquer les morts-vivants en nombre. Et là, ils arrivent genre 3 fois plus nombreux. Comment on fait en fait? Comment on fait? Petit à petit, les avant-postes elfes de sang tombent aux mains des morts-vivants. Là, à ce moment-là, il est submergé, Keltas. Toute la base elfe de sang est encerclée. Ils vont pas tenir. Et à ce moment-là, il y a Vash qui revient et qui fait coucou. Est-ce que tu as besoin de mon aide? Et Kael, au départ, il fait bah ouais, en fait, j'ai pas le droit. Mon papa il m'a dit j'ai pas le droit de. Je n'ai pas le droit de monter avec des inconnus. Non mais là il est en mode bah moi enfin on a besoin de vous mais le problème c'est que j'ai les ordres de ma hiérarchie qui m'interdisent de m'allier avec vous en fait. Et Dame Vache fait bah si tu veux mais vous allez y passer en fait. Hein. On a vu les morts vivants, jamais vous survivrez à ça. Et Keltas dit oui. Oui il faut se faire, il faut être honnête, on ne pourra jamais tenir face à cet assaut, on aura bien besoin de votre aide, merci encore Dame Vache, c'est la deuxième fois que tu nous sauves la vie, encore une fois je vous dois ma vie, merci à toi Dame Vache, merci à vous les Nagas. Surtout qu'en plus Dame Vache explique ce qu'elle est, ce qu'ils sont les Nagas, et elle explique qu'ils étaient des elfes, autrefois des elfes qui ont beaucoup de liens on va dire avec les elfes de sang. Ils ont aussi cette dépendance à la magie puisque forcément ce sont d'anciens elfes de la nuit qui étaient totalement dépendants, c'était pas le puits de soleil, c'était le puits d'éternité. Du coup c'est vrai qu'il y a ce rapport très proche, même s'ils se ressemblent pas du tout physiquement. Il y a ce rapport très étroit à la magie que les deux populations ont en commun. Et finalement, alliés ensemble, ils vont réussir à triompher une nouvelle fois des morts vivants. C'était déjà très compliqué la première bataille. Là, celle-là, c'est un miracle que les elfes et les nagas réussissent à battre les morts vivants. Encore une fois, c'est l'alliance entre les deux, entre le feu et l'eau qui a permis de battre les morts vivants. C'est une victoire stratégique, genre quasiment impensable. Garithos revient de la bataille, ils ont gagné leur bataille contre les morts vivants, il revient à Dalaran et là il se rend compte que Keltas s'est servi des Nagas pour pouvoir sauver Dalaran. Et là il est furieux, il rentre en rage. Je vous avais prévenu, Prince Keltas, je vous avais prévenu, vous avez pactisé avec ces serpents malgré les ordres. J'attendais, je savais que vous étiez des traîtres, vous les oreilles pointues. Je savais que vous étiez fourbes et qu'on pouvait pas vous faire confiance. Vous nous aviez déjà trahis par le passé. La nouvelle trahison, c'en est trop. Vous êtes mis aux arrêts dans les prisons magiques de Dalaran. En plus, forcément, Dalaran, hein, c'était un endroit magique, donc forcément, il y a les vestiges dans les souterrains de Dalaran avec les prisons magiques. Il enferme tous les elfes de sang là-dedans. Tout un peuple, hein. Il est prêt à faire presque un génocide, hein, Garithos. Il est prêt à massacrer tous les elfes presque. Hein. Ils vont les enfermer et les exécuter par la suite. Je sais pas s'il aurait exécuté tout un peuple quand même, mais vu la mentalité du bonhomme, c'est possible. Je pense quand même qu'il aurait tué les chefs et il aurait récupéré les elfes pour servir de chair à canon pour les batailles. Je pense que c'est plus le genre du bonhomme. À ce moment-là, Dame Vache arrive une nouvelle fois et fait jamais 203, je peux te sauver, Keltas. Et Keltas dit bah franchement de toute façon je vais être exécuté demain donc j'ai plus rien à perdre, j'ai essayé de tout, j'ai vraiment tout supporté pour protéger l'alliance, pour supporter les anciens traités, les dettes que nous avions. Mais là trop c'est trop, je peux plus endurer ça. Il avait déjà enduré beaucoup de choses le petit Keltas. Donc là il dit bah là c'est trop tard, il faut que je trouve un avenir pour mon peuple. Dame Vache, moi j'ai pas d'espoir. Même si tu me libères, on fait quoi? On va fuir Lordaeron, on va où? Tout est ravagé, on va où? Et Vache explique que bah il y a la soif de magie en plus qui dévore les elfes de sang, hein, Keltas qui avait partagé ça avec Vache. Et Vache explique qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait l'aider, à savoir Illidan, qui pourrait les aider justement en leur apprenant comment étancher cette soif de magie. Et à ce moment-là, Keltas dit bon bah ok.
Et du coup Vash libère Keltas, Keltas va organiser la libération de tous ses lieutenants elfes de sang, libérer son peuple et l'exode des elfes de sang va commencer. Ils vont pouvoir du coup rejoindre Keltas, hein, encore une fois, cette soif de magie. J'aime bien cette image pour montrer le côté soif de magie. Mais Keltas, il faut vraiment comprendre encore une fois que c'est quelqu'un qui est assez noble, hein, bien sûr les hauts elfes qui peuvent être un peu pédants, etc. Mais Keltas ne l'est... Bon, il a pu l'être, mais en tout cas il ne l'est absolument pas maintenant. Il en a tellement bavé dans sa vie que... Il est très reconnaissant envers ceux qui aident son peuple et qui peuvent sauver son peuple. L'Alliance a failli dans cette tâche-là. Les elfes de la nuit, il a tout fait après qu'il les ait sauvés. Donc là, il est en mode, bon bah ok, j'ai plus d'espoir de toute façon, donc Illidan s'il peut nous sauver, en avant quoi, c'est parti. Du coup l'exode commence, Garithos bien entendu essaye de les empêcher de partir. Finalement il y a une bataille entre les humains du coup et les elfes. Humains et nains d'ailleurs contre les elfes. Les elfes arrivent à s'enfuir, l'exode elfe de sang commence. Un portail est créé vers Draenor. Tout le peuple elfe de sang franchit le portail. Pendant ce temps, Keltas, les Nagas et des forces armées elfes de sang et Nagas vont temporiser le temps que toute la peuplade, toute la population civile, hein, même pas les militaires, juste la population civile évacue le portail. Et finalement, l'exode elfe de sang est terminé dans les terres dévastées. Tout simplement un endroit l'ancienne Draenor, hein, l'ancienne planète ruine en fait des orques, l'ancien monde ravagé des orques. Et à ce moment-là, Keltas explique voilà, il voulait trouver le remède et Illidan pourrait le sauver. Et si Keltas dit bah écoute, si Illidan me sauve, s'il sauve notre peuple, eh bien je serai ravi de le décréter comme suzerain et on suivra tous ses ordres à la lettre. Ce sera notre roi en gros. Et ça c'est quelque chose de très très important. Keltas qui jure fidélité au final à Illidan si Illidan les sauve. Pendant ce temps, donc ils arrivent à Draenor et ils essayent de trouver Illidan. Et en fait, ils se rendent compte qu'Illidan, eh bien, il s'est fait choper par Maiev et ses gardiennes, les Maiev et les gardiennes qui ont récupéré Illidan et qui commencent un trajet pour le ramener sur Azeroth et le réenfermer de nouveau, bien entendu. À ce moment-là, Dame Vache et Keltas vont tout faire, tout mettre en œuvre pour libérer Illidan des griffes de Maiev. Ça va être fait, Maiev qui ne pourra pas encaisser l'assaut conjoint des Nagas et des elfes de sang. Illidan est libéré, Maiev, on sait pas trop à ce moment-là hein, ce qu'il advient de Maiev, elle est vaincue. Elle est probablement elle est enfermée hein, par Illidan très probablement. Hein. Illidan s'amuse très fortement avec Maiev, c'est encore une fois la boucle est bouclée, on enferme Maiev qui deviendra un petit peu mon objet fétiche quoi, tout simplement. Maiev c'est très souvent vanté d'avoir enfermé Illidan et de la torturer pendant 10 000 ans. Maintenant c'est mon tour cocotte, je dis Illidan. En attendant ça c'est fait, Illidan est libéré, Illidan va alors dire à Keltas, bah écoute je comprends ce qu'a enduré ton peuple, laisse-moi t'aider, je vais vous apprendre comment étancher votre soif de magie. Il explique qu'il n'y a pas de remède miracle, il est très honnête là-dessus, il en a dit il n'y a pas de remède miracle mon cher Keltas. Tout simplement par contre ce que je peux faire c'est comme on doit boire de l'eau pour vivre, bah moi je peux t'amener les bouteilles, ça s'appelle les démons, tu les siphonnes, tu récupères l'énergie démoniaque et ça va étancher ta soif de magie pendant un temps et tu réitères l'opération plusieurs fois. Keltas est très content, ils arrivent justement, tout son peuple arrive à survivre grâce à ça, hein, qu'ils soient magiciens ou pas, ils arrivent à survivre à ça et ils sont reconnaissants envers Illidan. Illidan est le nouveau leader, enfin le roi en fait, hein, et va carrément créer son camp, le camp Illidari, tous les suivants, tout le pack, enfin toute la faction d'Illidan en fait, hein, les Illidari tout simplement. Donc les elfes de sang de Keltas, les Nagas menés par Vache, et on verra qu'il y en a d'autres qui vont rejoindre cette faction Illidari. Illidan du coup va dire bah, maintenant que vous êtes avec moi, il va falloir que nous sommes sur Draenor, nous sommes sur les terres foudroyées et les terres dévastées, sinon hein, c'est pareil, foudroyées, dévastées. Nous avons besoin de, on a besoin de créer notre royaume et nous avons besoin du coup de chasser le leader de la région et il s'appelle Mactéridon, c'est un seigneur des abîmes hein, comme Manoroth. C'était juste un seigneur des abîmes un petit peu, c'est pas un grand bras droit de la Légion Ardente, hein, c'est juste un jambon seigneur des abîmes du coin et qui avait été gardé en arrière pour être le patron d'un endroit désolé. Voilà, c'était pas forcément le top, mais il reste quand même très puissant, ça reste un seigneur des abîmes, c'est loin d'être ridicule. Et du coup Illidan eh bien se dit
pour battre, ça c'est un très bon stratège Illidan, hein, et pour battre Mactéridon, il faut fermer les portails qu'un certain Ner'zhul, le roi Lich, mais qui avant d'être un roi Lich était un chaman orc. Et ça encore une fois, vous en saurez plus dans la vidéo Warcraft 2 pour le plus de détails. Illidan va fermer les portails que Ner'zhul avait ouverts lors de la deuxième guerre, qui avaient ravagé la planète et qui avaient détruit la planète, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a des îlots flottants, etc. C'est la planète qui a été détruite et la magie a fait un peu n'importe quoi. Et du coup, il y a des bouts de terre qui volent, etc. Et ce qui fait que Illidan va faire des rituels pour fermer les différents portails. Pourquoi? Tout simplement pour empêcher les renforts démoniaques de Mactéridon de venir prêter main forte à Mactéridon. C'est tout simplement une attaque surprise en fait, qu'est en train de faire Illidan. C'est-à-dire que Mactéridon il s'attend pas forcément à se faire attaquer et on lui prive des renforts démoniaques qu'il pourrait recevoir par les différents portails. On ferme tous les portails et on attaque la forteresse de Mactéridon. La forteresse noire, forteresse où Mactéridon est le grand patron, tout simplement. Donc ce qui est très important, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, Illidan va lancer l'assaut massif et il va honnêtement aider donc dans la région, tout en fermant les portails, il va aider une peuplade locale qui est en guerre contre les différents démons et notamment aussi les orques restants, les derniers survivants orques qui avaient été rendus esclaves de Mactéridon, un peu comme Manoroth il fut un temps, et ils sont devenus des orques du chaos, hein, des orques à la peau rouge, hein, les orques comme ça, les orques corrompus, et tout simplement notre cher Illidan libère cette peuplade locale, à savoir les Draenei, qui sont totalement détruits par les énergies démoniaques et qui sont souvent massacrés par les orques. Et du coup, eh bien, les Draenei qui vivaient paisiblement ici n'avaient rien demandé de mal à personne. Ils ont dû se rebeller, ils ont dû livrer la résistance Draenei sur Draenor pendant des années et des années et des années. Et du coup, Illidan leur propose de l'aide aussi, encore une fois. Akama, le grand patron des Draenei locaux, accepte et ils s'allient tous ensemble. Donc les Illidari forment les Draenei d'Akama, les Naga de Vash et les Elfes de sang de Keltas. Tous ensemble plus Illidan, ils vont aller lancer l'attaque de la forteresse noire de Mactéridon. Finalement, grosse bataille bien entendu. Les Draenei vont avoir un rôle très important pour infiltrer la zone. En gros, détruire les catapultes et tout ce qui pourrait empêcher l'attaque du fort, hein, ce qui pourrait briser le siège du fort. Et finalement c'est une victoire étincelante de la part des Illidari qui réussissent à capturer Mactéridon, un gros duel bien sûr, et ils arrivent à capturer Mactéridon. Illidan est devenu le suzerain, le patron des terres dévastées, donc des terres de Draenor tout simplement. Le problème c'est que on pourrait se dire que tout finit bien, tout est bien qui finit bien, ce n'est pas le cas. Il y a une personne qui va arriver à ce moment là, puisque voilà, Illidan, encore une fois je vous montre les différents Illidari, Illidan, notre cher Keltas au milieu, Dame Vache et enfin Akama, donc qui forment la faction Illidari, hein, tout simplement, les suiveurs d'Illidan, hein, tout simplement. Et à ce moment-là, eh bien, les Illidari vont faire, au moment où ils sont en train de festoyer, ouais on a gagné, on est content, à ce moment-là intervient une personne qui arrive, on voit un Keltas qui est là en mode hop coucou. Et dans une tempête de flammes, une tempête magique, Keltas, Dame Vache et Illidan constatent de leurs yeux l'arrivée de Kil'jaeden. Kil'jaeden qui arrive sous forme gigantesque, presque une forme titanesque, il est gigantesque, hein, il a une forme de géant et c'est pour bien sûr le côté imposant. Il fait à Illidan: qu'est-ce que tu fais? Tu pensais pouvoir me fuir, tu pensais pouvoir m'échapper, mais tu ne m'échappes pas, surtout ici, tu pensais te terrer dans ce trou à rats, mais je t'ai trouvé et maintenant tu peux plus m'échapper et je vais te détruire Illidan. Et là Illidan fait non, Seigneur Kil'jaeden, non. Et là bien sûr il est en mode non, moi j'étais là juste pour assembler une armée. La finalité reste l'objectif que vous m'avez donné. C'était juste que j'avais besoin de serviteurs, plus de serviteurs. C'est ma première tentative a échoué avec l'œil de Sargeras. Ça a échoué et du coup il me faut de l'aide pour aller vaincre les morts vivants à Northrend. Et du coup là Kil'jaeden il fait il regarde, il fait Keltas, Dame Vache. Il ressent le pouvoir, il ressent la magie chez les deux et il fait: ouais, t'as assemblé quand même une armée intéressante.
Je te laisse une ultime chance de te racheter, Illidan. T'as intérêt à pas échouer cette fois, sinon tu vas finir entre mes griffes et ça va mal se passer pour ton matricule. Et là, Illidan fait oui, Seigneur Kil'jaeden, pas de soucis. Et à ce moment-là, Illidan, c'est un peu triste et Kel'Thas et Vash se font. Ouais, mais même Illidan qui est super puissant, face à Kil'jaeden, en fait, il peut rien faire en fait. Donc. Là l'objectif c'est simple, l'objectif c'est de battre le roi Lich, de retourner en Azeroth et de vaincre le roi Lich. Alors pour ce faire, Illidan va laisser des bastions, notamment les Draenei qui vont tout surveiller sur place, rester les geôliers en fait sur place, et ils vont ramener la plupart des elfes, des elfes de sang et les nagas. Tout ce qui est population civile elfes de sang va rester là aussi, hein. Mais globalement les nagas et les elfes de sang vont repartir avec Illidan sur Azeroth pour envahir le continent de Northrend. Et à ce moment-là, bien entendu, nous allons retourner du côté de Lordaeron, où le fléau est triomphant, bien entendu, mais les dirigeants qui avaient mené justement les assauts, qui avaient dirigé le fléau en Lordaeron, notamment contre les restes, les poches de résistance de Garithos, etc. C'est tout simplement 3 seigneurs de l'effroi, 3 seigneurs de l'épouvante, les 3 Dreadlords, les 3 Nathrezim comme on peut les appeler aussi. Alors c'est au final des Nathrezim qui dans l'échelle hiérarchique sont pas si hauts que ça. Ça reste des puissants guerriers bien entendu, hein, des puissants adversaires, mais c'est pas les seigneurs Nathrezim. Les seigneurs Nathrezim, c'était Tichondrius qui était le grand patron des Nathrezim, Mal'Ganis, Anetheron, Méphistros, ceux qui ont participé notamment, bon pas Mal'Ganis, hein, lui il a pris un coup de froissement dans la tronche, mais les autres qui ont participé à la bataille du Mont Ijal. Forcément, on a envie de nos meilleures troupes pour attaquer le Mont Ijal. Donc eux, ils avaient la tâche un peu ingrate de garder les restes et de tenir le territoire pendant qu'on détruit le Mont Ijal en fait, hein, tout simplement. Donc ils sont au nombre de 3, ces Power Rangers Nathrezim. Le Power Rangers violet, Balnazar, qui est le chef des 3. Nous avons Déterok le vert, et enfin Varimatras le rouge. Donc les 3 seigneurs de l'épouvante qui sont en charge du fléau dans les territoires de Lordaeron. Mais il y a de la résistance aussi qui se fait dans les terres de Lordaeron, puisque les morts-vivants restés fidèles, pas à la Légion Ardente, mais restés fidèles au roi Lich, donc à Ner'zhul, eh bien, ils sont en train d'attendre leur heure en fait, hein. Ils sont en mode, bon, Arthas est parti, le prince Arthas est parti, il va bientôt revenir, parce que je rappelle qu'Arthas avait participé à la défaite de la Légion Ardente, et notamment la défaite d'Archimonde, grâce au roi Lich, hein, qui avait encore une fois influencé Illidan, tout ça. Donc Arthas était parti à Kalimdor, il revient dans sa patrie natale de Lordaeron, et il est bien décidé à reconquérir ces terres et chasser les 3 seigneurs de l'épouvante, les 3 Nathrezim, pour enfin porter le titre de roi de Lordaeron. À ce moment-là, évidemment, on se dit ça y est, enfin Prince Arthas évolue en roi Arthas, on est content. Le roi Arthas qui voilà, revient triomphant avec la défaite de la Légion Ardente. Les 3 seigneurs de l'épouvante ne savaient même pas que la Légion Ardente avait perdu. Arthas, c'est un petit marrant, Arthas, on va dire. Il a un sens de l'humour plutôt aiguisé, assez noir aussi, et il se pavane comme ça devant les 3 en mode, mais vos maîtres ont perdu, vous n'êtes que des chiens, maintenant bah, repartez à votre niche et laissez-moi diriger. Et les 3 autres osent pas attaquer Arthas. Ils sentent qu'Arthas est très très puissant, hein, donc ils osent pas l'attaquer, et Arthas il est triomphant, sachant qu'il est accompagné de 2 sacrés costauds lieutenants. C'est bien entendu Kel'Thuzad évidemment, qui est le bras droit d'Arthas, et Sylvanas Windrunner, la Banshee qui avait été ramenée par Arthas lors de la guerre contre Kel'Thalas et lors de l'invasion de Kel'Thalas par le fléau. Donc les 2 servent fidèlement bien entendu Arthas, hein, qui avait sauvé en fait, au final il a tué les 2. Ce qui est bien, c'est de se dire qu'Arthas a tué les 2 et les a ramenés d'entre les morts. Kel'Thuzad lui obéit aveuglement. Et Sylvanas, de toute façon, elle n'a pas le choix, donc elle a été ressuscitée. Entre temps, c'était une Banshee, elle a récupéré sa forme physique, elle a récupéré son corps. Ça reste un cadavre, hein, bien entendu, c'est son corps, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui fantasment sur les courbes et les formes de Sylvanas. C'est un cadavre.
c'est un cadavre Sylvanas. Et du coup elle crée un nouveau type de mort-vivant, à savoir les Rangers sombres, c'est-à-dire des Banshees mort-vivantes et des Banshees mort-vivants qui, Banshee et anciens Rangers mort-vivants, qui ont été ramenés à la vie, en fait Ranger Elf qui sont ramenés à la vie et qui deviennent un corps d'élite du fléau, à savoir les Rangers sombres. Sylvanas est la chef des Rangers sombres et des Banshees. Quant à Kil'jaeden, lui il est le patron du culte des damnés, à savoir les nécromanciens, tout ce qui est donc nécromancie, donc les nécromants, les abominations, etc. Tout ce qui est culte des damnés, tout simplement, donc les acolytes, etc. À côté de ça, Arthas donc est devenu le grand patron, les deux autres le suivent, et Arthas va décider de pacifier sa terre. Il commence à massacrer les forces résistantes de l'Alliance, les dernières poches de résistance de l'Alliance. Alors il n'y a pas Garithos, mais tous ses lieutenants sont là, et il va tous les défoncer. Donc il y a aussi des hauts elfes. Il y a plusieurs poches de résistance, il y a de la poche de résistance aux elfes, qui n'ont pas suivi, d'ailleurs au passage, tout le monde n'a pas suivi Kel'Thas. Il y a certaines poches de résistance aux elfes, il y a des nains et gnomes, et également la plupart, pour le gros de l'armée, c'est quand même des humains. Arthas va tous les massacrer et va empêcher justement qu'ils on va dire, se terrent dans les montagnes d'Alterac, mais également qu'ils descendent plus bas vers Khazmodan et vers les royaumes nains. Là où Arthas aura beaucoup plus de mal à aller les chercher. Donc il dit c'est mon peuple me suivra dans la mort, bien entendu, dans la non-vie, et il va vouloir réanimer tout ça. Donc Arthas est au sommet de sa forme, il est devenu le roi Arthas évidemment de Lordaeron, sous les ordres bien entendu du roi Lich Ner'zhul de Northrend. Et à ce moment là Arthas réussit à détruire le gros, on va dire, des forces de l'Alliance. Donc comme je disais, les lieutenants le suivent, mais à ce moment là Arthas entend la voix du roi Lich, Ner'zhul, qui lui parle et qui lui dit mon champion, le champion du fléau, Arthas, mon cher champion, tu dois absolument, mon cher chevalier de la mort, tu dois absolument revenir en Northrend. Je suis attaqué il dit pas exactement par qui, hein, mais voilà, je rappelle qu'Arthas, en récupérant Frostmourne, son épée, est étroitement lié au roi Lich, qui peut lui parler directement. Et du coup, il lui explique qu'il est en train de perdre ses pouvoirs, ce qui est en train de faire très très mal à Arthas. D'ailleurs, hein, cette connexion lui prive aussi de ses pouvoirs, une partie de ses pouvoirs Arthas. Et le roi Lich explique qu'en fait, avec les événements, je rappelle le moment où Illidan utilisait l'œil de Sargeras, eh bien, il avait commencé à fracturer le trône de glace, là où réside l'armure du roi Lich, là où réside l'armure de Ner'zhul qui est enfermé dans une prison de glace. Je ferai une vidéo spéciale aussi sur le fléau, le roi Lich très probablement, et aussi Anub'arak et les Nérubiens. Donc je ne mets pas trop de détails, il faut qu'on reste assez concis quand même si je pense que déjà j'en dis beaucoup. Mais en gros, Arthas apprend qu'en fait le roi Lich perd ses pouvoirs, est en train de perdre ses pouvoirs. Parce qu'en fait, sa prison est fissurée, et du coup il y a une partie de son énergie qui se vide, et du coup petit à petit il va être à sec, et il perd de son pouvoir. Et il ne peut plus contrôler Arthas, il peut plus contrôler la plupart des différents morts-vivants qu'il a normalement sous son contrôle. Sachant que tous les morts-vivants qui sont à Northrend, ça va, il peut les garder sous contrôle, mais Lordaeron c'est loin et il peut pas garder le contrôle de ces morts-vivants là. Donc c'est un moment terrible. Arthas est fortement diminué par cette perte de pouvoir, et c'est le moment justement où eh bien, les adversaires du roi Lich attendent cette opportunité avec impatience évidemment, et ils vont la saisir. Le premier individu évidemment c'est Sylvanas. Sylvanas qui justement est enfin libéré de l'emprise de Ner'zhul, l'emprise du roi Lich. Sylvanas libéré, et c'est là en fait où elle a été obligée de servir Arthas dans la mort. Et là elle se rend compte en fait tout le poids de ses actions, tout le poids des responsabilités, etc. revient. Elle a enfin son libre arbitre. Elle a toujours été consciente de ce qui se passait, mais elle ne pouvait jamais, elle était obéissante et aveugle en fait, elle ne pouvait pas désobéir au roi Lich. Maintenant, avec cette fissure dans le trône de glace, elle a son libre arbitre, et à ce moment là Sylvanas est en rage. Elle est déjà
bouleversée par ce qui s'est passé avec la fin de son royaume elfique, hein, Kel'Thas, alors que c'était en plus, elle avait des responsabilités, elle était la chef des rangers de Kel'Thas, donc c'était elle qui avait pour mission de défendre sa patrie. Elle a échoué, elle est morte, et en plus elle a été ramenée à la vie, enfin à la non-vie, et elle a massacré son propre peuple aussi. Et maintenant, elle est la chef des Banshees qui ont tous été massacrés, etc. Donc c'est une épreuve terrible pour Sylvanas, et Sylvanas rentre dans une colère noire. Les Banshees forcément sont connus pour leurs cris évidemment, et Sylvanas est en rage comme pas possible, et elle est assez calculatrice. Ça a toujours été un général, hein, une chef, une stratège, et là maintenant qu'elle est libre de toute action, elle se dit bah il faut qu'on tue Arthas. L'objectif, j'ai tellement de haine envers Arthas, il faut qu'on le tue. Il faut qu'on tue Arthas. Et elle va concevoir un plan qui est très astucieux. Elle va trahir Arthas, mais elle va le faire croire qu'elle est toujours fidèle au roi Lich. Elle le cache en fait le fait qu'elle s'est libérée, sauf avec ses fidèles, hein, sauf ses Banshees. Et elle va aller voir les Power Rangers, évidemment. Elle va aller voir les Nathrezim, à savoir Balnazar, Déterok et Varimatras. Et va leur proposer un plan et une aide, une assistance, enfin une alliance temporaire pour vaincre Arthas. Les Nathrezim, c'est des manipulateurs, hein, ils sont là. En plus, ils ont toujours flippé parce qu'ils voulaient pas affronter directement Arthas. Ils sentent justement aussi qu'Arthas a perdu le contrôle, on va dire, des morts-vivants, d'une partie des morts-vivants. Donc ils écoutent Sylvanas avec beaucoup d'attention, et Sylvanas leur explique le plan. Ils vont reprendre la capitale de Lordaeron, chasser Arthas du trône, et en fait elle va feinter, elle va faire croire qu'elle l'aide, et à ce moment-là elle va lui tendre une embuscade. Les Nathrezim, ils sont là comme des bons méchants de série B qu'ils sont, et ils sont très contents. Du coup les Nathrezim reprennent le contrôle d'une partie des morts vivants. Ils attaquent frontalement Arthas en mode on a attendu que le roi Lich perde son contrôle, alors comme ça on a des problèmes Arthas, hein, roi Arthas, on a des problèmes. Et du coup embuscade des seigneurs de l'épouvante dans la capitale, là où Arthas était. Il revenait tranquillement de sa chasse, de sa battue d'humains, et là eh bien, il est attaqué. Heureusement il a encore suffisamment de pouvoir pour s'en sortir. Les Nathrezim évidemment n'interviennent pas directement, ils attendent loin, et c'est à ce moment là, alors Kel'Thuzad n'intervient pas directement, mais Kel'Thuzad a eu vent justement de cette embuscade tendue par les seigneurs de l'épouvante. Kel'Thuzad va envoyer une partie de ses forces pour venir en aide à Arthas. Donc il sauve Arthas dans la capitale, et il va permettre à Arthas de s'enfuir. À ce moment-là, Sylvanas va aider également Arthas dans sa fuite de la capitale, et va proposer son aide, à Arthas tout simplement, et lui dit on va aller dans la clairière pas loin, j'ai toutes mes forces présentes, tu pourras du coup être en sécurité. Arthas accepte, dit merci Sylvanas, etc. Bon, ça reste le roi, mais il est gentil envers Sylvanas quand même, hein. Merci esclave. Et du coup Sylvanas sauve Arthas, mais en fait pas du tout, c'était un piège, it's a trap. Et en fait Sylvanas l'attendait dans la clairière justement avec toutes ses Banshees. Arthas est sans aucune défense. Sylvanas va tirer une flèche noire spéciale, empoisonnée, enfin spécialement pour Arthas. Et ce que veut faire Sylvanas, elle est tellement haineuse envers Arthas. Encore une fois, la haine mène à la souffrance, hein, comme disait Maître Yoda, et aussi à l'amour. Hein. L'amour, la haine, c'est très lié, hein. Et Sylvanas va du coup vouloir faire souffrir Arthas comme elle l'a fait souffrir. Elle le tuera pas facilement, elle veut d'abord le faire souffrir. Donc Arthas est en train de se faire maltraiter, on va dire. Kel'Thuzad, le sauveur, arrive à ce moment là et met en déroute Sylvanas et ses Banshees. Kel'Thuzad, hein, le grand patron, qui lui est aussi libéré de l'influence du roi Lich, mais lui il reste fidèle à la couronne de glace, il reste fidèle au roi Lich, il reste fidèle à Ner'zhul, et du coup à son propre roi, hein, Kel'Thuzad considère Arthas comme son roi, hein. Il est devenu son bras droit, hein, son bras droit directement. Et heureusement Kel'Thuzad était là, il sauve la vie d'Arthas, ou la mort d'Arthas, ça reste un mort vivant. Du coup Arthas est très content, il explique à Kel'Thuzad, bah oui voilà, le roi Lich m'a contacté, il faut absolument que je retourne à Northrend. Et Kel'Thuzad s'était occupé de tous les préparatifs pendant ce temps, justement c'est pour ça qu'il n'avait pas agi directement, il s'occupait des préparatifs. Kel'Thuzad du coup dit bon bah c'est bon, tous les préparatifs sont bons,
Vous pouvez prendre un bateau, mon roi, avec une partie des forces du fléau, retourner à Northrend, sauver le roi. Moi, je m'occuperai de préserver votre héritage ici, en Lordaeron, et quand vous aurez triomphé en Northrend, eh bien vous reviendrez ici et je me serai occupé de tout. Vous reviendrez triomphant. Arthas remercie Kel'Thuzad. Arthas apprécie énormément. Kel'Thuzad est son principal conseiller et il apprécie énormément Kel'Thuzad, Arthas. Et bon bah au final c'est sachant que Kel'Thuzad est quand même très intéressant parce qu'à la base c'est quand même un archimage. Encore une fois, je serais peut-être. C'est vrai que Kel'Thuzad, j'aurais pu faire une vidéo d'histoire sur lui, mais Kel'Thuzad, à la base il était attiré par la magie noire et par le pouvoir. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à ce moment-là, il est libéré de l'emprise du roi Lich, comme Sylvanas. Mais il reste fidèle à Arthas. Il le considère vraiment comme son roi. Donc il y a une grosse fidélité et un lien vraiment affectif fort entre Arthas et Kel'Thuzad. Après, vous allez me dire, il y a un lien fort entre Sylvanas et Arthas, hein, mais c'est un lien de haine, on va dire. Du coup, Kel'Thuzad permet à Arthas de s'en sortir. Arthas repart avec son expédition à Northrend, là où tout a commencé, j'ai envie de dire, enfin pas tout a commencé, mais là où ça a bien mal tourné pour Arthas et qui était devenu le chevalier de la mort de Ner'zhul. Eh bien, il retourne en Northrend avec son expédition. Et là il se rend compte qu'il y a une invasion qui est en cours et le trône de glace est attaqué. Les elfes de sang, les Nagas et le Illidan mènent tout simplement l'attaque contre le roi Lich. Du coup il doit absolument défendre son maître. Le roi Arthas, qui est le roi, doit défendre Ner'zhul, son maître, et il est pris de court, sachant qu'en plus Kal'thas savait que Arthas allait arriver, et du coup il avait dépêché des forces pour pouvoir empêcher Arthas de venir en aide à son maître. Donc un plan stratégique bien vu par les Illidari forcément. À ce moment-là, Arthas est un petit peu ralenti forcément, il peut pas venir en aide à son maître. Heureusement arrive à ce moment-là un autre fidèle d'Arthas, un autre fidèle du roi Lich, qui est encore sous l'emprise du roi Lich, sous le contrôle du roi Lich. Il s'agit d'Anub'arak. Alors Anub'arak, si vous ne le connaissez pas, c'est vrai que c'est trop compliqué d'expliquer l'histoire d'Anub maintenant, donc je ferai vraiment une vidéo spéciale la guerre de l'araignée pour parler d'Anub'arak parce que ça c'est trop compliqué sinon. Mais Anub'arak, comprenez juste que c'est l'un des lieutenants du roi Lich, un lieutenant très puissant et qui est le roi d'une ancienne civilisation, les Nérubiens, qui sont des fidèles du roi Lich tout simplement. Ils n'ont pas eu trop le choix de toute façon parce qu'ils ont été ramenés à la vie par le roi Lich. Et du coup Anub'arak est fidèle du roi Lich. Donc Ner'zhul a envoyé Anub'arak pour prêter assistance à Arthas. Et là Anub'arak va aider justement Arthas à vaincre les garnisons qui étaient postées ici pour ralentir Arthas. Et Arthas c'est très bien, il est pas bête Arthas, il sait très bien qu'il y aura d'autres garnisons postées jusqu'au trône de glace. Et à ce moment là ils arriveront trop tard pour aider le roi Lich et ce sera fini du fléau. Le roi Lich il meurt, en gros tout le monde perd ses pouvoirs et Arthas... limite ils vont, c'est fini quoi, c'est la fin. C'est intéressant d'ailleurs de savoir ce qui se serait passé, mais en gros il aurait perdu l'intégralité quasiment de ses pouvoirs Arthas, donc ça aurait été plutôt compliqué. Donc Anub'arak lui propose, sachant qu'il dit Anub'arak j'ai gardé l'essentiel de mes forces, protéger le trône de glace en nous attendant, donc Arthas avec toute ton expédition, toutes tes forces, ce que je te propose c'est qu'on passe par les anciennes catacombes, par l'ancienne cité d'Ajol-Nerub, qui est tout simplement mon ancien foyer, qui dit c'est là où je vivais, c'est tout simplement les anciennes ruines de la civilisation des Nérubiens. Et si on passe par les catacombes d'Ajol-Nerub, eh bien on pourra arriver plus rapidement en esquivant, en évitant on va dire les barrages posés par les Nagas et les elfes de sang. Donc ça peut être une super opportunité. Arthas accepte, il dit écoute Anub, mène-nous à travers les catacombes et arrivons directement à Icecrown, l'endroit où se trouve le trône de glace et du coup le roi Lich Ner'zhul. Donc Anub'arak va sauver il sauve le moment bien entendu, il sauve tout le monde. Et n'oublions pas Ajol-Nerub, alors je vais rapidement le dire mais encore une fois j'en parlerai beaucoup plus dans la guerre de l'araignée. Ajol-Nerub il faut imaginer que c'est un endroit absolument immense, c'est tout simplement des cités, c'est une cité mais elle fait la taille d'un continent en fait, Ajol-Nerub. Faut imaginer qu'Ajol-Nerub c'est partout sous Northrend en fait. Et Ajol-Nerub c'est à la fois une ville
mais en même temps toute une civilisation, toute la civilisation nérubienne était partout là-dedans. Donc c'est une immense ville souterraine, un immense réseau de salles, de caches, etc., de pyramides, etc., qui sont sous terre en fait. Et qui sont menées par les Nérubiens. Les Nérubiens, c'est des espèces d'araignées en fait, comme Anubarak. Et Anubarak était le roi des Nérubiens justement. Donc il sert de guide, hein, il connaît les lieux, on va dire, il connaît très bien les lieux, il était le roi du palace quand même, donc il guide tout ça, et au départ ils vont se heurter à la première résistance qui leur fait barrage, à savoir des nains, et pas n'importe quel nain. C'était l'expédition qui avait accompagné Muradin et du coup Arthas lors de l'attaque, lors de la bataille contre, lors des différentes batailles, lors de la guerre contre Mal'Ganis pour l'invasion de Northrend de l'Alliance, lors des événements de Reign of Chaos. Et les nains, ils sont plutôt haineux envers Arthas parce qu'ils ont tué Muradin. Hein. N'oublions pas qu'Arthas a tué Muradin. Les nains le redisent, hein, vous méritez des balles dans la tête, vous avez tué Muradin, bande de salauds, vous allez nous le payer. Arthas fait d'ailleurs une blague très drôle, mais personne ne meurt dans cette... Il dit mais personne ne reste mort maintenant ou quoi? Et du coup il lance l'attaque des camps du camp nain. Finalement les nains sont balayés. D'ailleurs les nains sont dirigés par Daegun, un chef nain tout simplement. Bon, on s'en fiche un petit peu, mais voilà, c'est pour l'anecdote. Les nains sont globalement tous vaincus. Le fléau continue son avance et Arthas et Anubarak avancent. Pendant ce temps, ah oui d'ailleurs j'ai oublié un petit aparté qui est quand même important. Arthas, pendant ses batailles, lors de son débarquement contre la flotte Elfe de Sang et les forces Naga, il a ramené un dragon à la vie. Il s'est battu contre un dragon bleu, un grand seigneur dragon bleu qui s'appelait Saphiron, et il l'a ressuscité et il l'a ramené en Wyrm des Glaces, et il a justement commandé Saphiron et toutes les autres forces du fléau de partir directement pour le trône de glace parce qu'ils peuvent pas les suivre dans les catacombes. Du coup tout le monde direction le trône de glace, on vous rejoindra là-bas. Donc Arthas Anub qui arrive par les catacombes, après s'être occupé des nains, il s'occupe des Nérubiens, parce qu'il faut savoir que les Nérubiens, il y en a beaucoup qui ont rejoint Anubarak et le fléau, mais il y a encore des Nérubiens qui sont en vie. Imaginez qu'en fait les araignées qui servent le roi Lich, c'est des araignées mortes. Comme les squelettes, c'est des humains morts. Et là c'est des araignées mortes. Eh bien il reste des araignées qui sont encore en vie et qui luttent contre justement les araignées qui dominent. C'est vraiment un gros trait, j'en parlerai dans la guerre de l'araignée encore une fois. Mais du coup, ils se heurtent aussi aux Nérubiens survivants qui sont encore là et qui essayent de résister, sachant qu'il y a une autre force en présence qui va essayer de ralentir Arthas et Anubarak. Ce sont les serviteurs des dieux très anciens, pas n'importe quel dieu très ancien d'ailleurs, il s'agit de Yogg-Saron. C'est les sans visages, qui sont des êtres... du néant, enfin pas du néant mais du vide, qui sont des êtres du vide et qui cherchent à, en gros, qui reviennent des profondeurs pour essayer de détruire les pauvres Nérubiens quand même. Hein. Ils prennent les nains en surface, ils prennent les dieux très anciens dans les catacombes, au plus profond, et en plus ils se prennent le fléau dans la tronche. Hein. Petite pensée pour les Nérubiens évidemment. Ça n'a pas dû être un moment facile. Et finalement, l'antique, c'était donc un serviteur des dieux très anciens, est vaincu. C'est une créature très très puissante. Et au final, Anub et Arthas traversent Ajol-Nérub. Faut imaginer que c'est quand même une sacrée expédition, hein, ça se fait pas en 2 secondes. Pendant ce temps, Sylvanas, elle, a été libérée. Bien entendu, elle avait été mise en fuite par Kel'Thuzad. Plus de nouvelles de Kel'Thuzad, d'ailleurs c'est le petit point noir de ce moment, c'est on n'a pas d'informations sur Kel'Thuzad, on ne sait pas trop ce qui se passe pour Kel'Thuzad, sachant qu'il a quand même dit sur ses adieux, oui je m'occupe de tout, Arthas t'en fais pas, vas-y, pars la fleur au fusil, y a pas de problème. Kel'Thuzad on ne sait pas trop ce qui va advenir de lui pendant ce temps. Il va essayer de ramener ses forces, mais le problème c'est que les forces en présence sont dominées entre Sylvanas et les Banshees en très faible nombre, et les Power Rangers, hein, les 3 Natrésimes, le conseil des Natrésimes qui a récupéré quasiment l'intégralité des forces du fléau. Donc en gros il y a 3 forces en présence. Sylvanas et ses Banshees, ainsi que les Rangers sombres, les Natrésimes qui dominent quasiment 80% du fléau, et Kel'Thuzad et le culte des damnés qui est encore là, mais on sait pas où ils sont. Ils attendent un petit peu de voir comment ça se passe. Eux ils ont une position très défensive on va dire. Du coup Sylvanas elle veut pas être oisive, elle veut passer à l'attaque. Les Natrésimes savent que c'est que temporaire et qu'Arthas reviendra. Du coup ils veulent que Sylvanas les rejoigne et devienne en gros leur bras droit en fait. Sylvanas fait coco, je me suis libéré du roi Lich, c'est pas pour devenir l'esclave de 3 Power Rangers, hein, donc t'es gentil, mais ta proposition d'alliance,
tu peux te la carrer là où je pense. Moi mon objectif c'était tuer Arthas, on n'a pas réussi, je le ferai quand même, mais là maintenant c'était une alliance temporaire, j'ai absolument pas besoin de vous. Alors là Natrésim ils font ah d'accord. Ah bah d'accord. Bah écoute Cocotte, en termes de poids on va dire tu pèses pas grand chose, hein. T'as quoi 5-10% des forces morts-vivantes, même pas 10%, 5%. Nous on a 95% des morts-vivants de Lordaeron sous le contrôle. Bah écoute Cocotte, bonne chance, hein, bonne chance, bon courage et tu vas être battu. Mais Sylvanas elle est retors, Sylvanas elle est très maligne mine de rien, elle est hargneuse aussi, elle lâche rien. Elle va profiter du fait que les Banshees ont cette capacité de prendre le contrôle, l'esprit et l'âme en fait, donc capable de contrôler l'esprit des personnes pour se constituer une armée. Sylvanas va à ce moment-là vouloir justement traquer les différents Natrésim séparément pour les vaincre. Du coup Sylvanas va tout simplement consolider son armée, elle va récupérer des trolls, elle va récupérer des elfes, elle va récupérer des humains, elle va ramener tout le monde dans le giron, donc toutes les créatures qui existent, donc des ogres, des trolls des forêts, encore une fois les elfes, les trolls des forêts s'entendent très bien, mais elle va les récupérer. Tous les chefs, elle les prend en contrôle pour lancer une attaque contre le premier seigneur de l'épouvante, celui qui est considéré le plus faible des trois du trio des Power Rangers, à savoir Varimatras. Varimatras qui est le plus faible des trois. Et du coup, forcément, elle est assez affaiblie au niveau de ses forces, donc elle attaque le plus faible, évidemment, stratégie de base. Donc Sylvanas arrive à surprendre Varimatras qui... Varimatras lui il s'attendait pas à ça, il envoie toutes ses forces, il envoie des abominations par dizaines, par centaines. Le problème c'est que Sylvanas elle résiste. Elle prend le contrôle les Banshees prennent les contrôles des abominations et elle retourne les troupes de Varimatras contre elle. Pendant ce temps, Varimatras se dit bon c'est pas grave, de toute façon j'envoie le nombre, c'est avec le nombre qu'on va gagner, donc je continue. Et Sylvanas, elle, envoie du coup les différents monstres qu'elle avait contrôlés, donc les trolls, les gnolls, les ogres, etc. à l'assaut pendant ce temps sur le flanc de Varimatras. La base de Varimatras est détruite. Sylvanas tient Varimatras en joue et elle lui dit écoute est-ce que tu as une dernière parole, c'est maintenant ou jamais, ensuite tu vas prendre une flèche dans la tête. Varimatras à ce moment là il dit non me tue pas, je peux te servir, je peux t'être utile, je peux te donner des informations qui te permettront de gagner ce conflit, donc ne me tue pas. Sylvanas au départ elle connaît un peu la nature des seigneurs de l'épouvante, hein. Je rappelle qu'elle était dans l'ombre pendant que la Légion Ardente avait tout détruit, donc elle a vu comment ça se passait, elle a pas du tout confiance. Varimatras donc lui dit non me tue pas, je vais te donner plein d'informations, t'inquiète pas, je peux te dire où se terre d'Eterok, je peux te dire quelle force il est en présence, je peux t'aider à battre Balnazar, etc. Donc non, ne m'attaque pas s'il te plaît, ne me tue pas s'il te plaît. Il implore Sylvanas de l'épargner et Sylvanas dit ok mais je te fais absolument pas confiance, donc il va falloir que tu me prouves ta loyauté. Et ça c'est plutôt intéressant parce que les forces de Sylvanas, c'est de là bien sûr que sont créés les réprouvés, c'est à dire cette faction de morts-vivants rebelles qui est un petit peu composée de tout et n'importe quoi, à savoir les anciens humains de Lordaeron morts, la plupart quand même des réprouvés sont initialement des anciens elfes morts, hein, morts vivants tout simplement, hein, qui ont rejoint Sylvanas, donc que ce soit des Banshees mais aussi des rôdeurs sombres, des rangers sombres, mais également tout simplement le gros des troupes, hein, ça reste tous des elfes morts pour la plupart. Donc Sylvanas maintenant a aussi un seigneur de l'épouvante qui l'accompagne, qui va l'aider, qui va être son assistant, son conseiller principal. Et au final, Varimatras s'avoue très loyal au final, il a pactisé avec Sylvanas, le pacte est très important, il a pactisé avec Sylvanas et il va agir plutôt bien. Et de toute façon Sylvanas le garde à l'œil, hein, on va pas se mentir. Et Sylvanas, grâce aux informations de Varimatras, va permettre par exemple d'aller attaquer d'Eterok. D'Eterok qui est donc le deuxième en gros du conseil Natrésim. Et ça c'est très important parce que voilà, Varimatras va aider à ça et d'Eterok au final il va y avoir cette attaque là, Varimatras s'en sert et finalement d'Eterok est pris par surprise. En attendant, en plus d'Eterok avait une base plutôt solidement défendue puisque il avait réussi à prendre le contrôle des dernières forces de l'Alliance, donc de Garithos, notamment Garithos. Il a pris le contrôle mental sur, il a réussi à contrôler mentalement Garithos et du coup Garithos et tous les restes de l'Alliance sont aux mains des seigneurs de l'épouvante et notamment d'Eterok. Une attaque surprise est faite par Sylvanas, elle n'a pas du tout le nombre encore une fois, même si leur nombre grossit au niveau des réprouvés, ils n'ont pas du tout encore les armes suffisantes pour battre
on va dire en bataille frontale, en bataille rangée, les forces à la fois de l'Alliance qui sont au contrôle du fléau et les seigneurs de l'épouvante. Donc elle est obligée de feinter, de ruser, elle va s'infiltrer dans la ville et elle va vaincre Détéroc finalement et du coup libérer Garithos de l'emprise mentale qu'avait Détéroc sur lui. Donc le premier Natrésime des trois est tué, c'est Détéroc qui se fait tuer par Sylvanas. Et à ce moment-là, Garithos du coup est libéré du contrôle mental, il se regarde et là il va y avoir un lien absolument génial, absolument fantastique entre les trois individus, à savoir Garithos, Varimatras et Sylvanas. Parce que Garithos, qui est un raciste notoire, qui s'est battu contre les morts-vivants, etc., il est en mode, ouais, enfin, cocotte, c'est bien, tu m'as libéré du contrôle mental, mais maintenant, si tu vas essayer de me buter, je peux te dire que ça va pas être simple, ça va pas être une mince affaire. Sylvanas fait, non, 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 moi mon objectif c'est pas de te tuer Garithos, mon objectif tu sais c'était de détruire le fléau, de détruire les seigneurs de l'épouvante. Donc je te propose un pacte Garithos, ce qu'on va faire c'est que tu vas... au départ en plus ils se foutent sur la tronche, entre Varimatras et Garithos ils se foutent sur la tronche, ils peuvent pas se saquer. Et au final Sylvanas lui dit bon écoute ce que je te propose c'est qu'on s'allie contre Balnazar qui est le grand patron des Natrésimes. Et finalement, moi je vous redonnerai le contrôle de vos terres, j'irai retourner à Keltalas et vous reprendrez vos terres, moi je reprendrai les miennes. Garithos dit, bah écoute, il voit la finalité, il est en mode, ça me permettrait de récupérer totalement Lordaeron et de booter les morts vivants hors de Lordaeron. Et bien sûr dans sa tête c'est, je pourrais m'occuper de Sylvanas plus tard, quand j'aurai récupéré Lordaeron. Allez, marché conclu, c'est parti. Mais Sylvanas c'est plutôt une manipulatrice de génie. Varimatras s'en rend compte et a d'ailleurs fait une très bonne comparaison et dit vous nous ressemblez plus que vous ne le pensez, au final vous êtes assez manipulatrice. Et au final il commence à y avoir ce lien entre Varimatras et Sylvanas qui est assez sympathique, un peu comme Kel'Thuzad, le même lien qu'entretient Kel'Thuzad et Arthas, donc assez proche, des petites piques etc qui s'envoient, mais assez on va dire le fidèle conseiller Varimatras de Sylvanas. Et la dernière épreuve d'ailleurs pour tester la loyauté de Varimatras, c'est la bataille ultime des réprouvés. Les réprouvés qui attaquent du coup la capitale avec Garithos et les restes de l'Alliance, et qui vont s'attaquer à Balnazar qui s'est retranché dans la capitale. La capitale est lourdement défendue. Finalement, l'assaut conjoint des restes de l'Alliance humaine et naine, hein, il y a quasiment plus d'elfes forcément. Les humains et les nains principalement, ainsi que les morts-vivants de Sylvanas, vont réussir à battre Balnazar. Et au moment de faire le coup de grâce à Balnazar, Sylvanas dit « Varimatras, tue-le ». Et là Varimatras il est choqué, il fait non mais moi je voulais bien t'aider pour les vaincre etc. Mais si tu les tues etc. Mais moi chez les Natrésimes c'est sacré, enfin aucun Natrésime n'a le droit de porter la main sur un autre Natrésime en fait. On peut pas s'entretuer, c'est formellement c'est la loi la plus interdite de notre peuple. Je peux pas tuer un Natrésime, je peux pas tuer un autre Natrésime. Et Sylvanas tu fais allez Médor, attaque. Et Varimatras il fait mais non mais je peux pas le faire. Et Sylvanas fait tu me prouves ta loyauté maintenant, tu le tues, sinon enfin prouve-moi ta loyauté en fait. Et Varimatras s'exécute et finalement fait le crime le plus châtié, on va dire le plus interdit de la société Natrésime, et il tue un autre Natrésime qui est la première fois dans l'histoire des Natrésimes qu'un Natrésime se tue un autre Natrésime, Varimatras, qui du coup prouve sa loyauté à Sylvanas. Il a tué ses propres frères pour prouver sa loyauté à Sylvanas, c'est quand même pas rien. Le premier seigneur de l'épouvante vraiment à se liguer contre les siens, c'est assez beau. Voilà, donc Sylvanas récupère le contrôle de la capitale et là c'est le moment le plus marrant. Garithos en mode ah c'est bon j'ai récupéré la capitale, bah c'est bon vous pouvez y aller. Et à ce moment là Sylvanas fait non Varimatras attaque. Et là Varimatras il est beaucoup plus content de buter Garithos, il va lui sauter dessus hein. C'est des vampires hein, les seigneurs de l'épouvante hein, donc on l'imagine qu'il lui a mis un coup de croc et il l'a détruit, donc il le tue et finalement la capitale appartient à Sylvanas. Et c'est à ce moment là, je disais réprouvé pour que ce soit plus simple pour vous, mais c'est à ce moment là que Sylvanas crée les réprouvés, à savoir ceux qui suivent Sylvanas. Les réprouvés, la faction réprouvée créée à ce moment là. Avant c'était on va dire l'ancêtre des réprouvés, mais le nom officiel réprouvé apparaît
avec la victoire de Sylvanas. Donc voilà pour ce qui se passait concernant Sylvanas. Pendant ce temps, notre cher Arthas a continué à battre les nains, les Nérubiens et finalement les seigneurs, les serviteurs, pardon, les sans visage serviteurs de Yogg-Saron et des dieux très anciens. Arthas arrive enfin au pied de la montagne d'Icecrown, donc la montagne tout simplement où il y a le trône de glace au sommet. Le trône de glace, faut imaginer, alors là, ce qui est un petit peu dommage, c'est que cette photo, alors c'est un fanart que je trouve superbe, donc on va voir, vous avez bien compris que évidemment Illidan et Arthas, les forces armées d'Illidan sont là et assiègent la montagne d'Icecrown. Et Arthas arrive pour briser le siège. Le truc, c'est que l'image, j'ai pas pu vous trouver la vraie image parce que il faut bien comprendre que là, c'est la forteresse en fait de Ner'zhul, mais c'est dans une montagne. Il y a une montagne et la montagne de glace va se briser par la suite. Vous allez le voir dans la vidéo qui va bientôt arriver. Mais j'avais pas d'image. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'il y a un petit problème au niveau, il y a un petit anachronisme on va dire, mais vous allez le voir après. Donc Arthas rassemble toutes ses forces et part à l'attaque pour briser le siège qu'Illidan a préparé. Anub'arak avait justement réussi à contenir l'invasion des Illidari, hein, donc des Nagas et des elfes de sang. Finalement tout est là. La dernière bataille, l'ultime bataille commence. Une bataille absolument dantesque, faut imaginer les forces en présence, c'est une énorme bataille. Finalement, il faut en fait prendre le contrôle de différents obélisques qui permettent d'ouvrir en fait la porte de la forteresse. Les Nérubiens fidèles à Anub'arak avaient sacrifié leur vie ou leur mort pour... c'est des morts vivants. Donc ils avaient sacrifié leur vie pour pouvoir retarder Illidan. Arthas arrive au bon moment. Toutes les forces du fléau sont là. Ner'zhul sait que c'est la bataille décisive, que quelle que soit l'issue de la bataille, ça va être la dernière, enfin c'est la fin. Donc dans tous les cas, il met, en gros là il fait tapis, hein, c'est un joueur de poker, il tapis et il donne tous ses pouvoirs, tout le reste de ses pouvoirs, qui vous savez je le rappelle se vide dans sa prison, il les donne à Arthas, son champion, le chevalier de la mort. Et du coup Arthas récupère tous ses pouvoirs et va pouvoir attaquer Illidan et il va y avoir un duel qui va commencer. Alors malheureusement il n'y a pas de vidéo de ce duel, enfin il y en a une mais ça devait pas être la vidéo. La vidéo initiale devait comporter le duel entre Arthas et Illidan et ensuite voir justement le dénouement de Frozen Throne. Le problème c'est que par souci technique ils n'ont jamais pu faire cette cinématique là, c'était trop long à faire et du coup il n'y a qu'une seule partie de cette vidéo qui a été maintenue et qui a fait la vidéo de fin de la campagne qu'on va se regarder un peu après. Du coup c'est dommage parce qu'on aurait aimé une cinématique avec un combat Arthas-Illidan. On a eu le droit à un petit truc qui est pas forcément fou à la place, bon c'est toujours mieux que rien. Mais du coup Arthas-Illidan c'est une rivalité qui avait commencé, qui était née dans Reign of Chaos quand justement Arthas avait conseillé Illidan d'aller chercher le crâne de Gul'dan pour le consumer. Arthas qui est horrible, un humour noir en plus pas possible. Il y avait eu une bataille entre les deux et finalement ça s'était terminé sur une égalité. Et finalement Arthas avait dit bah écoute Illidan va consumer le crâne de Gul'dan. Il y avait cette rivalité entre les deux qui avait été créée à ce moment là. En plus Arthas rencontre Kel'Thas. Il y a une formidable rivalité entre les deux aussi parce que Arthas a été l'amant de Jaina. Jaina et Arthas étaient amoureux l'un de l'autre. Et Kel'Thas lui aussi était amoureux de Jaina. Mais Jaina lui a toujours dit non alors qu'elle était amoureuse d'Arthas. Et Arthas c'est un salaud, il en profite aussi, il dit bien à Kel'Thas elle m'a choisi et toi en gros elle m'a choisi moi, j'ai pu lui faire plein de choses, tu peux même pas imaginer, on a fait plein de choses avec Jaina, toi tu y goûteras jamais, je pense que c'est pour ça que t'es deg. Enfin il est horrible Arthas, il est horrible. Et finalement dans le duel Arthas-Illidan, Illidan est vaincu. Arthas et le fléau est triomphant. Arthas rentre dans la forteresse, enfin dans la montagne de la couronne de glace et va pouvoir libérer le roi Lich, va pouvoir libérer Ner'zhul. On va se regarder ça tout de suite, la cinématique de fin de Frozen Throne.
doit donc vous considérer comme un traître. Vous avez trahi les mercenaires qui se sont battus pour vous. Si mes guerriers m'abandonnent, je ne ferai chasse. Le cercle. Libérez-moi de cette prison. Nous sommes plus qu'un. Cette fin est juste, mais tellement belle, tellement. Enfin, cette fin, c'est tellement. En plus, c'est beau parce que quand on a justement découvert l'histoire d'Arthas avec tout ce qu'il a fait, tout son passage vers le côté obscur, j'ai presque envie de dire, la chute de Lordaeron, le fait qu'il passe de serviteur de la lumière au principal serviteur de la mort, son passage de paladin vers l'obscurité, vers la mort, vers le champion de Ner'zhul, le chevalier de la mort du roi Lich. C'est assez bouleversant quand on entend les discussions quand il est en train de gravir la montagne qui gravit justement la forteresse de Ner'zhul et qu'on entend justement la voix d'Uther qui l'a tué, la voix de Muradin qui l'a tué. Arthas qui revit toute sa vie, c'est super émouvant je trouve. Et la fin en plus, le Ner'zhul qui est dans sa prison de glace et qui lui dit libère-moi, libère-moi, il détruit la prison, il libère enfin le roi Lich, il met justement la couronne du roi Lich. Et ils ne font plus qu'un, le champion du roi Lich et le roi Lich ne font plus qu'une seule et même entité. Il faut imaginer le pouvoir et la puissance. Déjà qu'Arthas sans ça était monstrueux, le roi Lich était monstrueux, les deux ensemble, la fusion de ces deux êtres fait un être mais immensément puissant. Et c'est vrai que Frozen Throne se termine comme ça. Et là on se dit mais c'est pas possible en fait, comment ça se termine comme ça en fait. Arthas et le roi Lich ne forment plus qu'un. Arthas a toujours été aux commandes de Ner'zhul aux côtés du roi Lich, ça a toujours été son maître, il a toujours été soumis à sa volonté. Maintenant, que se passe-t-il en fait? Comment ça va se passer? Arthas qui est devenu le nouveau roi Lich, avec, encore une fois c'est une fusion Ner'zhul-Arthas hein, bien entendu. Donc le roi Lich c'est le roi Lich, plutôt Ner'zhul d'ailleurs. Quand on entend la voix à la fin, ça ressemble plus à être le roi Lich, mais après là le débat est très ouvert. Et c'est vrai que à ce moment-là, on se dit ce qui va arriver est formidable, sachant que Ner'zhul a toujours été l'ennemi numéro, enfin a été l'un des ennemis de la Légion Ardente, et la Légion Ardente Kill Jaeden s'est tellement amusé justement de ça qu'il a retourné le roi Lich, enfin il a transformé Ner'zhul en orc en roi Lich qui ressemble plus à rien, qui n'a plus d'entité physique, qui n'est plus une entité physique et qui était devenu un chien de la Légion Ardente en fait.
Et finalement il a réussi à se rebeller contre la Légion Ardente. Il est farouchement opposé à la Légion Ardente, Ner'zhul. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça, le rapprochement justement qui est fait. Et c'est comme ça que se termine Frozen Throne. Comment ça va se passer, le retour du roi? Est-ce que le roi Lich va du coup revenir sur Lordaeron? Va-t-il devenir la nouvelle menace? Va-t-il lutter avec le fléau contre l'invasion de la Légion Ardente? Une nouvelle invasion de la Légion Ardente? Il reste encore Kil'jaeden à lutter. Enfin, il faut lutter contre Kil'jaeden. Donc c'est vrai que Frozen Throne se termine quand même sur une touche plutôt noire au final, hein. Même si cette cinématique est sublime, au final c'est les méchants qui ont gagné. si on doit dire ça, c'est le fléau qui gagne en fait. Et on a suivi encore une fois Arthas dans toute cette aventure, dans toute cette épopée, et je trouve la fin absolument sublime. La fin est magnifique, même si il y a beaucoup de questions qui se posent à ce moment-là. Donc c'est comme ça que se termine Frozen Throne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'en ferai une autre bien entendu comme je vous l'ai dit sur ce qui se passe justement pendant ces événements là de Frozen Throne. Pendant cette trame là, la trame d'Arthas on va dire. Eh bien il se passe beaucoup de choses en Kalimdor entre la horde de Thrall et l'alliance de Jaina. Il va se passer beaucoup de choses. Du coup, eh bien, ça fera l'objet d'une vidéo spéciale sur, on va dire, la reconstruction de Kalimdor. Donc qui en fait sont des événements qui se passent exactement en même temps en fait, hein, mais à Kalimdor. C'est juste que les événements ne suivent pas vraiment la même trame, il n'y a pas de connexion du tout entre Arthas et Thrall, hein, il n'y en a aucune, alors que par exemple Malfurion et Tyrande ont stoppé Illidan. S'ils ne l'avaient pas stoppé, Illidan il aurait juste détruit tout et il aurait détruit la prison, plus de Ner'zhul, voilà c'est terminé. Donc c'est assez intéressant de voir ça, on pourrait s'imaginer comment ça se serait passé si Illidan avait gagné, comment ça se serait passé s'il avait détruit la couronne de glace. Il y a beaucoup de questions qui restent là-dessus, et aussi le comportement. Là à la fin, le roi Lich est de nouveau sur le trône, il est libre de ce qu'il fait. Voilà, on en reparlera bien entendu aussi dans une vidéo sur la suite de Warcraft 3 Frozen Throne avec World of Warcraft. Où personnellement je suis très déçu quand on voit une cinématique comme ça du traitement fait dans Wrath of the Lich King de la part du fléau. Donc voilà, merci à tous, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos d'Histoire d'un héros concernant Warcraft, Diablo, Starcraft et également Overwatch. La prochaine vidéo sera sur Gilneas pour l'univers de Warcraft, et ensuite eh bien, on basculera sur Starcraft pour attaquer un petit peu Wings of Liberty. Mais avant d'attaquer Wings of Liberty, on fera une vidéo de Diablo. Je sais que Diablo ça fait un moment, en plus on avait conclu la trame scénaristique de Diablo, du coup on attaquera d'autres événements. Ça fait un moment que je vous en parle, donc checkez les réseaux sociaux parce que je demanderai votre avis. Est-ce que vous préférez Liming et les mages? Est-ce que vous préférez les nécromanciens, pour rester dans le thème en plus, les nécromanciens avec les prêtres de Rathma, etc. avec Xul. Donc voilà, je vous demanderai votre avis sur les réseaux sociaux, donc checkez, soyez connectés on va dire. Plein de bisous bien entendu, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Je ferai également Warcraft 2, ça me tient beaucoup à cœur de faire les événements de Warcraft 2 qui est le jeu de mon enfance. Donc j'en ferai une vidéo, surtout que beaucoup de monde a oublié Turalion, Orgrim, Danat, Kurdan, Uther. Bon Uther tout le monde connaît maintenant, mais c'est des personnages qui sont apparus dans Warcraft 2 et ça me tient fortement à cœur d'en parler. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Frozen Throne c'est vraiment l'un des jeux qui m'a le plus marqué honnêtement. Donc j'espère, et moi en plus en tant que joueur de mort-vivant, bah voilà, c'était l'extension pour moi évidemment. Donc moi je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus.